Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, ça va? Salut Thomas, ça va et toi? Ouais, bienvenue chez moi. Mais merci pour l'accueil. Mais de rien, donc c'est les vocaux live. C'est ça, exactement. On a profité du fait que je sois sur Marseille là aujourd'hui pour enregistrer un petit épisode spécial. Mais du coup, on peut peut-être vite fait résumer ce que c'est les vocaux du cinéma, parce que ça se trouve les gens ils vont tomber sur ce vocal-là et ils vont se dire bon bah c'est juste deux mecs qui parlent de ciné, mais non, c'est pas que ça. Je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter la genèse des vocaux du cinéma? Sans refaire la légende, mais nous sommes donc deux potes, Thomas et Aurélien, on s'est connus sur Paris. Moi j'ai déménagé à Marseille il y a 1 an, et en déménageant, on s'est dit ce serait bien d'avoir une conversation continue sur le cinéma, les films qu'on va voir, parce que c'est une de nos passions en commun. Et on a comme ça commencé à s'envoyer des vocaux sur les films, et on a décidé d'en faire un podcast qui s'appelle Les vocaux du cinéma. Donc la plupart du temps on s'envoie des vocaux, des messages par WhatsApp, et ensuite on les monte ensemble pour faire des épisodes. Donc on se répond, mais c'est vrai qu'il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de l'écoute du vocal de l'un, de peut-être réfléchir un peu à ce qu'on va dire, d'enregistrer son vocal. On peut aussi effacer un vocal si on n'est pas content et recommencer. Là, on est un peu plus en live. Certains ont essayé d'écrire leurs propos et de lire à l'oral, mais ça n'a pas passé le comité de censure. Je vois pas de quoi tu parles. Donc on est revenu à un truc spontané très rapidement. Et donc là, c'est l'exercice live. On l'avait déjà fait pour Mission Impossible parce que j'étais de passage à Paris. Exactement, on avait déjà fait ça sur Mission Impossible. Moi, je trouve que l'épisode était plutôt cool. L'exercice était sympa, donc je trouvais ça intéressant qu'on se fasse un épisode spécial un peu sur cette même mouture, histoire de faire un petit bilan de cette première saison. Attends, mais c'est un épisode bilan, mais c'est surtout un épisode top, parce que en gros, c'est les films qu'on a préférés. J'allais y venir. Beaucoup d'intros quand même. Ouais, non, mais justement, avant d'enchaîner sur le top, moi je voulais revenir un petit peu sur quelques chiffres, parce que qui dit bilan dit chiffres. Non, mais... Alors, est-ce qu'on a pété le million? Non, alors, on n'a pas pété le million. Déjà, la saison 1 de LVC, c'est 15 épisodes. 15 épisodes. Donc, un peu plus d'un épisode par mois. C'est aléatoire. Des fois, il y en a eu 1, des fois, il y en a eu 2. Est-ce que tu sais combien d'écoutes on a fait sur l'année? Mais non, je ne sais pas, on va dire dire. Eh bien, on a fait 400 écoutes sur l'année 2025. Top. Écoute, moi, je ne suis absolument pas un professionnel du podcast, donc... plus de 10 me paraît déjà un très bon chiffre. Je sais pas toi, mais quand on a commencé ce podcast, moi je me suis dit mais qui va écouter ça? Bah c'est pour nous deux. En vrai, disons-le, ça nous permet quand même de rester en lien. Moi j'ai énormément de mal à appeler ou à envoyer des messages à des amis que je ne vois pas, qui sont pas dans la même ville que moi. Et je le savais en partant de Paris, je savais que j'étais pas doué pour ça. Donc j'ai besoin, je pense, de ça pour rester en contact avec toi et qu'on se prenne des nouvelles. Du coup, ça dépasse la question du cinéma, et on le met pas dans les enregistrements à la fin qu'on met sur Internet, mais ça nous permet de rester en lien et de maintenir cette amitié quoi. Et du coup, je pense qu'il y a une vibe un peu intimiste, et moi ça me va qu'on soit écouté par 20 personnes par épisode, je pense que c'est très bien. S'il y a plus, c'est tant mieux, mais ça a un côté comme un peu un cercle élargi quoi. C'est nous déjà, on prend nos nouvelles. Et puis si d'autres personnes sont intéressées par ce qu'on raconte sur le ciné, tant mieux. Avant d'enchaîner sur le fameux top, rappelez aux gens peut-être de... Non, pardon, excuse-moi, je la... Ah putain, c'est vraiment un boulot en fait. Hein. Ouais, en fait c'est un vrai truc de pro en fait. Oui, c'est un vrai truc de pro. Je la reprends. Avant de dévoiler le top 10, peut-être rappeler aux gens de s'abonner au podcast, d'activer la petite cloche pour suivre les sorties d'épisodes, puisque c'est vrai qu'on n'est pas très régulier sur les sorties. Ouais. On les fait un petit peu quand on a le temps. En gros, les gens peuvent nous découvrir de deux façons pour l'instant, qui est leur plateforme de podcast. Normalement, on est présent sur toutes les plateformes, mais aussi sur Instagram. Et donc, vous pouvez voir les films qu'on a chroniqués sur Instagram, et si ça vous parle, vous cherchez le nom de l'épisode. En général, on met le nom du film, et après on met une petite phrase pour donner notre avis ou la couleur un peu de notre conversation.
Et dans la description, on donne aussi un petit peu un aperçu de quoi on va parler. C'est ça. Et puis surtout, ne pas hésiter à nous noter, à mettre une note sur Apple Podcast. Ça nous aide pour le référencement. Donc si vous voulez nous aider à faire un petit peu remonter le podcast dans les suggestions algorithmiques. Là pour le coup, on s'est posé la question de comment on allait organiser ce top 10. On va annoncer un top 5 chacun. Donc le top 5 de Thomas, le top 5 d'Aurélien. Donc ce qui va nous faire 10 films. Et puis pour découvrir l'intégralité du top 10, ça on le postera du coup sur Instagram. On mettra notre top 10 chacun sur Instagram. Ouais, les vocaux du cinéma sur Instagram. Donc vas-y Aurélien, c'est quoi ton numéro 5? Ah ouais, c'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Ah putain, c'est dur. Alors, le film qui est en 5e position dans mon top 10, c'est Reflet dans un diamant mort alors j'ai oublié le nom des réals, c'est ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Hélène Catette et Bruno Forzani, je crois. Hélène Catette et Bruno Forzani. Voilà. Bien joué. Voilà, tu vois, j'ai une bonne mémoire. Écoute, que dire de ce film? J'en avais un petit peu parlé dans l'épisode sur Résurrection. Je l'avais cité en exemple de film qui pouvait se rapprocher de Résurrection, en fait, dans la forme. Attends, avant de faire référence à un autre film que peut-être les gens n'ont pas vu, est-ce que tu peux juste dire c'est quoi Reflet dans un diamant mort? Justement, c'est compliqué. C'est un film qui est compliqué à résumer comme ça. Okay. Donc c'est en fait, je le résume en parlant de Résurrection parce que ça dit quelque chose de la forme. C'est un film assez expérimental qui n'a pas vraiment de ligne narrative très précise à laquelle tu pourrais être accroché. Tu veux que c'est un film qui est très beau, par exemple? Oui, c'est un film qui va travailler beaucoup des expérimentations formelles, mais c'est une plongée en fait dans les souvenirs d'un ancien espion et on navigue à travers ces souvenirs un petit peu comme dans un labyrinthe, comme dans une psyché un petit peu altérée. Et donc c'est rempli de séquences, de tableaux en fait qui sont des expériences formelles, des visions. C'est très symbolique, c'est plein c'est rempli de messages un peu cachés. Mais par contre, pour le coup, à la différence de Résurrection, c'est pas du tout un télo. C'est vraiment très fun. Et l'ambiance en fait qui est très pulp. C'est un peu comme du Tarantino. Enfin moi, tel que tu me le racontes, les 3 images que j'ai pu voir, je me dis un film qui fait référence à d'autres films tout en restant pulp, tout en restant divertissant, ça me fait penser à du Kill Bill, tu vois, ça me fait penser à de... Ouais, il y a de ça, mais d'ailleurs Kill Bill, il y a un peu de ça, parce qu'à un moment donné, il y a un personnage féminin qui manie un sabre et qui va... Tu vois que dans Reflet dans un diamant noir, il y a aussi un personnage... Diamant mort. Oui, ouais. Il y a aussi un personnage qui rappelle celui de Kill Bill, ça. Oui, entre autres. Plein d'autres personnages, mais... On est dans ce monde-là, quoi. Le monde où la violence est magnifiée. Elle fait référence à des différents genres de cinéma. Ouais. Tu pourrais citer les genres, du coup? On navigue dans du cinéma d'horreur, du giallo, il y a vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est le giallo, Aurélien? Ah non, mais là... Ah là, mais tu me pièges, là. Un des représentants du giallo, ça va être Argento, par exemple, ouais. Tu vois, des films comme Suspiria, tu vois, par exemple, c'est un film qui est assez représentatif du giallo, c'est un cinéma d'horreur, un peu cinéma d'exploitation bis. Pas du tout réaliste, finalement, l'image, elle a la vocation à être magnifiée aussi. Exactement. Les couleurs sont pétantes. On pense beaucoup à la littérature pulp, donc au polar, au roman de gare, tu vois, la BD aussi notamment, qui va mêler horreur, violence et érotisme aussi, et de manière assez jubilatoire, tu vois. C'est truffé d'expérimentation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, c'est aussi beaucoup d'expérimentation pratique, c'est-à-dire d'effets visuels pratiques, beaucoup de travail sur l'image, sur la photographie. Je crois que le film est tourné aussi en pellicule, c'est quelque chose qui me parle souvent. À côté, t'as une pratique de photographe pellicule. Ouais, oui. Aussi cyanotype. Enfin, tu fais pas mal de. Enfin, t'aimes bien. Je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais tu pourras me dire l'inverse. Mais je pense que t'aimes bien l'artisanat derrière l'image, pas juste le résultat.
Exactement. en VFX, trop bien le fait. côté artisanal, c'est ça, et ça c'est très présent dans le film. Et puis l'idée que l'image est palpable, tu vois. Il y a ce grain sur la pellicule, il y a ce travail sur les couleurs, sur la lumière, et notamment aussi avec les optiques. Il y a plein de jeux où ils vont utiliser des optiques avec un verre qui va diffracter la lumière, tu sais, tu vas avoir un motif qui est répété comme ça, voilà, c'est des effets comme ça qui sont faits de manière pratique en allant altérer l'image, voilà. Oui, juste on précise, l'optique, c'est l'objectif qu'on met devant la caméra pour filmer. C'est ça. C'est un terme qui est moins connu, optique, objectif. Enfin, là, je me fais un peu l'avocat des gens qui ont besoin d'explications de vocabulaire. C'est très bien. Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir vu les films auxquels ça fait référence ou les genres de films auxquels ça fait référence pour prendre plaisir au spectacle, vu que l'histoire est minimaliste? Peut-être, ouais. Il y a quand même un plaisir primaire dans ce que ça procure comme effet, en fait. Tu sais, je sais pas si t'as besoin de connaître le giallo pour apprécier visuellement, en fait, ce que le film va proposer. C'est sûrement un plus d'avoir ça en culture, ciné, mais je pense que le film s'apprécie sans, parce que c'est pas de la référence clin d'œil qui, tu vois, comme ça pourrait l'être dans Résurrection ou dans du Tarantino. C'est pas un clin d'œil d'entre-soi. Finalement, c'est quand même une forme qui a été faite dans les années 60-70. Ouais. Que là, les réalisateurs reprennent et retravaillent. Ouais. Et du coup, c'est comme si, je sais pas moi, un artisan ébéniste se dirait, tiens, le coffre à la mode Louis XVI, je vais en refaire un aujourd'hui en 2025, 2026. Donc, c'est par mes connaissances très pointues que je suis capable de refaire un objet un petit peu iconique. Ce qui n'est pas la même chose effectivement qu'une démarche comme Tarantino qui va citer tout un tas de films, mais qui va en faire un mélange. Il va pas prendre un genre défini et s'y tenir. Ce qui est peut-être un peu là la différence entre les deux approches. En tout cas, il y a vraiment un plaisir primaire vraiment sur l'image, en fait, sur l'expérimentation, sur là où ça t'emmène, voilà, et qui est en fait assez simple d'entrée. Moi, j'ai envie de dire. Je pense que t'as pas besoin de connaître un peu tout le contour pour apprécier ça. Et sur le numéro 5 pour ma part, qui est Partenope de Paolo Sorrentino. Partenope, donc un film italien, pas mal de gens connaissent le réalisateur pour La Grande Bellezza. Exactement. Et donc le film a été présenté à Cannes, ça raconte en gros l'histoire, la vie, mais surtout la jeunesse de Partenope, qui est une très belle femme, c'est comme ça qu'elle est caractérisée, et qui ne sait pas quoi faire de sa beauté. Et ça que j'ai trouvé hyper intéressant avec le film, c'est que a priori elle a une forme de grâce, elle est un peu bénie des dieux, et pourtant elle sait pas quoi faire de cet avantage qu'elle aurait dans la vie. Elle est en mode ok, je suis ultra belle, tout le monde me voit comme une déesse, mais ça m'handicape presque plus qu'autre chose, parce que c'est pas juste elle est un peu mignonne, elle est tellement belle que les gens sont fascinés, gaga, et ça les rend fous, et ils savent même pas comment la séduire. Et ça, donc du coup peut-être aussi des gens avec qui elle aurait pu avoir une relation ne se lancent pas parce qu'ils sont trop impressionnés par sa beauté. Et au contraire, ça crée aussi du trouble. Il y a un climat assez incestueux quand même au début du film avec son frère qui, spoiler alert, finit par se suicider. Et c'est peut-être en partie aussi pour ça qu'il se suicide, c'est qu'il peut pas en fait. C'est pas réciproque comme amour, quoi, comme désir de sa sœur et de lui. Et ce film a été très critiqué. Moi, j'ai entendu pas mal de critiques, critiqué au sens critiqué négativement, hein, et notamment du côté du podcast Réalisé sans trucage qu'on aime bien tous les deux, qu'on écoute, dont les avis sont toujours intéressants. Mais là, en sortant du film, c'était un des rares films où je me sentais vraiment pas d'accord avec eux. Parce qu'ils lui avaient tous refait le portrait en disant que c'était une pub, c'était dégueulasse, que vraiment c'était ni à faire ni fait ni à faire, quoi. Après c'est vrai qu'il y a alors j'ai pas vu moi Partenope justement, on devait peut-être le voir pour un épisode et finalement ça s'est pas fait. Mais alors j'aime bien le travail de Sorrentino. Bon, j'ai pas tout vu de lui, mais j'avais vu ses précédents et c'est vrai que le côté
très esthétisant dans la mise en scène. Donc le côté pub, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent dans son cinéma. C'est des critiques qu'on peut lui faire pour d'autres de ses films. Et donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans sa mise en scène. Mais dans les précédents films, donc moi j'ai beaucoup aimé La Grande Bellezza, j'ai pas vu Youth. Mais j'ai bien aimé aussi La Main de Dieu qui était sur Netflix. Oui, c'est le film juste avant. Juste avant, moi aussi j'avais adoré. Et dans ces autres films, j'ai l'impression que la beauté, qui est un peu le thème qui revient sans arrêt dans son cinéma, la fascination pour la beauté, elle était traitée comme un objet en tant que tel, c'est-à-dire moi, réalisateur, je suis fasciné par la beauté, donc je fais un film pour comprendre ce que c'est la beauté et pourquoi je suis fasciné. Là, pour moi, c'est plus critique au sens où, comme son héroïne Parthénopée, il nous fait des images qui sont tellement belles qu'on ne sait même pas comment se positionner par rapport à elle, quoi. Okay. Et pour moi, cette beauté qui rend inaccessible Parthénopée, c'est celle qu'il essaye aussi de faire dans sa mise en scène. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est-à-dire que déjà, moi, je trouvais ça hyper bien d'avoir cette trajectoire d'une jeune femme à qui on dit mais t'as tellement de chance, c'est tellement belle, tu pourrais tout faire, et finalement, elle décide de faire une carrière intellectuelle, elle devient anthropologue pour aussi bien leur montrer qu'il n'y a pas que son physique dans la vie, quoi. Et en même temps, l'image, elle essaie de casser l'icône, quoi, de se dire mais c'est quoi l'humain derrière la plasticité parfaite de cette femme, parce que l'actrice est extrêmement belle aussi, elle est extrêmement bien mise en valeur par les costumes, par la lumière, par le cadre, sans arrêt. Elle vient aussi en contrepoint d'autres figures, donc il y a un vieux poète, écrivain anglais alcoolique qui est vraiment dégueulasse, quoi, et qui du coup elle me paraît d'autant plus magnifique à côté que lui est dégueulasse, quoi. Donc c'est vrai que moi ce film j'ai trouvé ça vraiment très touchant, en fait, plus que beau, quoi. Je me suis dit la beauté rend la fille comme le film inaccessible, mais par contre la blessure qu'on sent derrière le personnage, ça c'est là, quand même. Et le film ne se contente pas de filmer la jeunesse de cette femme, mais il y a quand même un long épilogue où elle est âgée, donc elle est jouée par une autre comédienne, et là sa beauté fascinante s'est évanouie, parce qu'il n'a pas pris une diva retouchée, il a pris une femme de 65 ans qui a pris du poids, qui a des rides, des poches sous les yeux, etc. Et elle est professeure en plus de l'université, donc elle n'a pas une aura, un glamour plus que ça. Et ses étudiantes lui disent mais on a vu des photos de vous jeunes, vous devez être une bourreau des cœurs. Et donc on sent qu'il y a une certaine nostalgie pour une période de sa vie qui en même temps est passée, et elle a rien su en faire de cette force, de cet incroyable talent presque d'être belle à en tomber. Ça a été plutôt tragique, en fait, dans sa vie. Donc moi je trouve que la malédiction de la beauté, c'était un thème que j'avais pas trop vu encore au cinéma, c'est clair, et qui là est vachement bien traité. Et du coup, de juste dire oh là là, il nous filme ça comme une pub, c'est à vomir, je trouve que c'est une critique un peu rapide, comme si on voyait pas le message du film. Après bon, ça c'est mon avis, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui soient... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, qu'il y ait cette adéquation entre ce que raconte le film et puis la manière, du coup, de le mettre en scène. Au final, c'est... Ouais, c'est ce qu'on attend d'une mise en scène, quoi. Moi, c'est ce qui me fait kiffer au cinéma, c'est quand la mise en scène, elle appuie le propos, et que presque par la forme, quand je réfléchis à la forme du film, je retrouve des choses du fond. Et c'est ce qui a fait que j'ai décroché de Résurrection de Bigan, dont on va parler peut-être un peu plus. Et on va en reparler, on va reparler, mais à quel niveau? On va reparler. T'as des questions sur Parthénopée? Non, écoute, t'en as bien parlé, hein. Et pourtant, j'ai vu le film il y a quasiment 9-10 mois, je pense. Ouais, exactement. Donc il t'est quand même resté un peu sur la rétine. Peut-être, ouais. Mais écoute, non, j'ai envie de le voir, hein, j'avais envie de le voir, mais Sorrentino, j'adore, mais c'est vrai que c'est inégal. Je trouve qu'il y a des films de Sorrentino qui m'ont vraiment beaucoup touché. La Main de Dieu, là, qu'il avait fait juste avant, bon, qui avait un côté très autobiographique aussi, hein, il parlait de lui, il y avait vraiment quelque chose d'assez profond dans ce film, ça se ressentait. Youth, par exemple, je reste un peu plus en dehors, tu vois, des films comme ça, un film qu'il avait fait avec Sean Penn, là, où il jouait, on aurait dit, un avatar
du chanteur des Cure. Merde, je me souviens plus comment il s'appelait ce film. This Must Be the Place, non, c'est pas ça. Mais j'étais un peu passé à côté de ce film. Enfin, tu vois, je comprenais pas trop. Il y avait ce truc aussi un peu contemplatif à faire des gros travelling sur ce personnage dépressif. Bref, il faudrait peut-être que je le revoie, tu vois. Mais sa série qu'il avait fait Il Loro, du coup, sur Berlusconi. Pour le coup, parce qu'il y a la fascination pour la beauté, mais il y a aussi l'inverse, la fascination pour le grotesque, parce qu'il y avait ce truc avec le personnage qui était complètement grimé. Donc il y avait ce truc-là. Donc bon, tout ça pour dire que Sorrentino c'est souvent un peu inégal, quoi. La main de Dieu se déroulait du coup à Naples, sa ville natale. Je crois que Parthénopée aussi, du coup. Aussi, je crois, ouais. D'ailleurs, je crois qu'au début du film, il y a la naissance de Parthénopée et c'est un personnage qui interpelle le Vésuve en disant, ça a peut-être un lien avec la mythologie, je m'en souviens plus trop, mais je pense que c'est lié à la ville. Mais je crois que c'est un personnage mythologique, voilà, Parthénopée. Ouais. Mais ça a l'air d'être lié à Naples aussi, donc ville extrêmement bruyante, footrack, mais aussi très belle, qui filme très bien aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours ce lien un petit peu à la mythologie, notamment composer un peu des figures mythologiques, et puis oui, ce lien à la ville. Ok, bah on va passer au 4. Du coup, c'est à moi, c'est ça. On va faire comme ça. Et ouais, je crois. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis en 4 du coup? Eh ben, tu as mis le fameux Résurrection. Oh là là, Résurrection. Résurrection. Non mais qu'est-ce que je peux dire de plus sur Résurrection? Bah, dans notre épisode sur Résurrection, on a bien parlé. On en a bien parlé. J'invite les gens déjà à écouter l'épisode Résurrection. Je vais pas redire ce que j'ai dit. Mais peut-être que l'épisode t'a permis de mûrir ce que t'en as pensé. Pas tant que ça. Non. Non, pas tant que ça. Alors pourquoi tu l'as mis dans le top alors du coup? Non, mais je l'ai mis dans le top parce que il me reste, moi c'est surtout, comme je l'ai dit dans l'épisode, la dernière séquence, le dernier segment, qui me reste en tête, la mise en scène de ce plan séquence. Donc juste Résurrection, c'est un film composé de plusieurs segments qui sont relativement indépendants les uns des autres, c'est pas les mêmes acteurs qui jouent, mais il y a un fil conducteur très ténu qui consiste à se dire qu'on se balade dans les rêves d'un personnage qu'on appelle un rêvoleur, qui fait partie des derniers à rêver illégalement, puisque dans le monde de Résurrection du chinois Bigan, en fait, on a découvert qu'on pouvait être immortel si on s'arrêtait de rêver. Et donc, il y a que des gens clandestins qui se ruinent la santé à rêver de manière illégale. Et donc, c'est dans ce petit univers présenté par un carton au début du film qu'ensuite on nous légitime les différents segments qui sont presque autant de courts-métrages indépendants les uns des autres. Il y a des références thématiques entre les courts-métrages, entre les segments, mais bon, il n'y a pas de fil outre que... Non, il n'y a pas de fil outre. Après, il faut aussi dire que c'est un voyage à travers l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que les rêves, chaque rêve fait référence à un moment dans l'histoire du cinéma, à une époque, un courant cinématographique. D'où cette formulation qu'il a dans le film, le cinéma c'est comme le rêve. Merci Bigan. Mais au-delà de la vanne, en fait, tu disais tout à l'heure que Refait dans un diamant mort, c'était très référencé, mais que contrairement à Résurrection de Bigan, c'était pas un télo comme délire. Alors pourquoi Résurrection de Bigan c'est un télo? Mais ça l'est assumé derrière cette accumulation de symboles, ce réseau de symboles qui nous est présenté. Il y a des réflexions sur le cinéma, sur l'image, sur le devenir de l'humanité. Je lisais une interview de Bigan là dans Positif qui était assez intéressante et il parlait de la poésie. Et on en a également parlé dans l'épisode et lui il dit il est également poète, tu vois, donc c'était pas anodin qu'on ait relevé ce point, et c'est à dire qu'il y a dans sa manière de concevoir la poésie, outre le côté très imagé, il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion philosophique aussi qui va avec ça. Oui, et puis c'est des mondes, les différents segments un peu magiques quand même. Il y a toujours la question de la place du surnaturel ou de la magie, de l'illusion. Donc même si on veut pas rentrer dans le délire de l'histoire du cinéma au travers des différents segments, je pense qu'on peut aussi se laisser porter par un joli tour de magie, quoi. En gros, il y a l'idée de c'est un peu
faire disparaître quelque chose, faire apparaître quelque chose. Il y a ce dernier segment que tu aimes beaucoup parce que c'est un plan séquence extrêmement long qui finit sur un lever de soleil. Et voilà, on a un peu parlé en détail, mais peut-être en quelques mots, pourquoi ça t'a frappé, ce plan séquence Déjà parce qu'il est très mélancolique. En fait, il y a ces ambiances aussi de lumière, tungstène. Enfin, moi, je trouve que voilà, cette caméra qui se balade comme ça de manière très lente, c'est pas spectaculaire. Souvent on utilise le plan séquence pour aller vers une surenchère spectaculaire. Là, c'est pas tellement le cas, tu vois. Et en fait, moi, j'ai été assez bercé en fait par cette mélancolie, tu vois, douce, où la caméra avance et puis bon, je dis ça, il y a quand même un moment où ça s'accélère, il va y avoir un petit peu de la castagne dans ce plan séquence, mais le moment où les deux protagonistes de ce segment se rassemblent dans un hangar désaffecté, on sait pas trop ce que c'est, un bâtiment, un bâtiment vide, il y a un envol de chauve-souris comme ça. Moi, je trouvais que juste cette image très poétique qui me reste, tu vois, c'est des images comme ça qui me restent de manière assez forte. Mais je voulais revenir un petit peu sur le côté réflexif, le côté intello, etc. C'est vrai que on a pu dire que ça se limitait à cette déambulation à travers l'histoire du cinéma. Dans l'interview dont je parlais tout à l'heure, en fait, Bigan dit qu'il y a quand même, il s'adresse certes à un public international, mais apparemment le public chinois est quand même plus sensible à un sous-texte, à des références historiques propres à la société chinoise. Donc en fait, il y a peut-être aussi un sens ou des références qu'on n'a pas en tant que spectateur occidental, qui fait que du coup on s'arrête juste à cette forme esthétique, tu vois, il y a à ce côté poétique. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même un autre discours derrière auquel on n'a pas forcément accès ou on pourrait en s'y intéresser davantage, tu vois. Donc c'est une œuvre assez riche, assez complexe. Pour moi, il est à ce niveau-là dans le top parce qu'il y a quand même ce côté formel qui est assez impressionnant et qui on n'a pas trouvé son égal là dans les films que j'ai vus cette année. Enfin voilà, c'est quelques tours de force de mise en scène. Ils m'ont marqué, notamment sur ce plan séquence final, mais pas que, tu vois. Je pense au premier segment, le deuxième segment aussi, tu vois, dans le temple. Il y a des moments comme ça, il y a des images qui restent vraiment. Cool. Film suivant. Ah ouais, tu voulais pas passer plus de temps sur Résurrection? Bah, non, je sais pas. Non, mais on a tout dit. Mais du coup, allez le voir. allez le voir et dites-nous. Et faites-vous des nœuds au cerveau pendant pardon. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec ça. En vrai, je suis d'accord. Après c'est comment on se positionne face à ça. Est-ce qu'on aime voir ce genre de film? Est-ce qu'on aime se faire des nœuds au cerveau ou pas? Moi, je crois que j'aime voir ce genre de film, mais que vraiment ma patience peut être émoussée si le film est un peu long, si je vois pas où ça mène. Il m'aurait suffi un poil plus de narration, pas beaucoup, hein, un truc très léger, comme je disais dans l'épisode, mais s'il avait suffi que la personne qui traque le voleur, on la revoit dans chacun des segments, et qu'on comprenne, bah lui c'est le voleur, elle c'est la traqueuse, ou on peut même changer les genres et changer les acteurs, c'est pas un problème, mais qu'on ait ce fil de c'est une traque, c'est une enquête, et que ce soit complètement psychédélique. Moi j'aurais été le premier en fait à adorer le spectacle. C'est juste que là, c'est pas juste un tour de magie, c'est aussi quelque chose qui nous dit il y a des symboles, donc il y a un sens caché. Comme tu l'as dit, les gens en Chine comprennent certaines des références que nous on comprend pas. Donc moi ça m'aide pas parce que ça me dit il faut que tu utilises ton intellect pour décoder le film. Là où je pense que l'intérêt c'est d'être dans le sensoriel, de vraiment profiter de l'expérience visuelle, parce que c'est un film très beau, extrêmement mis en scène, mais j'ai pas accédé aux sensations parce que j'avais cette surcouche de il y a un message, il est caché, il faut le décoder, voilà des indices, voilà des symboles. Et donc ça se trouve le film il aurait été moins cryptique, enfin tout aussi peu narratif mais moins cryptique, j'aurais plus kiffé le ride quoi.
Je comprends. Et en même temps, je pense que Bigan assume ce côté un peu cryptique. Hein. Oui, sûrement. D'ailleurs, il le dit lui-même dans son interview. Et à un moment donné, il commence à rentrer dans de l'explicatif et en fait, il se dérobe très vite parce qu'il se rend compte que non, ça a pas trop d'intérêt. Et... Bah ouais. Bon, après, il faut se méfier aussi de ce genre de film. Je laisse l'interprétation au spectateur, tu vois. Ça peut être aussi, tu as l'occasion de justifier tout, tu vois. Ouais. Moi, perso, ça reste quand même une impression assez forte à l'issue de, voilà. Si je me retourne sur les films que j'ai vus en 2025, ben moi ça reste une claque, pure claque parce que d'un point de vue purement sensoriel, moi j'ai été réceptif. Après tu es monté dans le grand 8 quoi. Je suis monté complètement et après j'aime bien aussi me faire des nœuds au cerveau même si ça mène parfois à nulle part, tu vois. Là aussi où j'ai moins apprécié Résurrection que toi, je pense, et ça je l'ai pas dit dans le podcast qu'on a fait sur le sujet, c'est que j'ai l'impression que c'est un film assez maniériste. C'est-à-dire que il y a plein d'images qui sont hyper astucieuses dans leur mise en scène, dans leur manière d'être faites et dans le rendu final, mais qui font quand même référence à des formes un peu figées. Et je pense que moi j'aime bien les expérimentations au cinéma quand ça apporte quelque chose de nouveau. Et on en parlera peut-être dans le film que j'ai mis en 1 de mon top. Mais là, j'avais pas vraiment, il y a quelques moments où je me suis dit, ah non, mais là, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Mais ça va être des petites séquences au milieu d'un ensemble qui est plutôt dans la citation, pour moi, que dans l'expérimentation. Et donc, c'est pour ça que je suis moins emballé, je pense, que toi, sur le résultat final. Ouais, je comprends. Eh ben voilà, on a fait le tour pour Résurrection. Donc maintenant, mon numéro 4, Alpha, de Julia Ducournau. Donc Alpha, c'est le 3e film de Julia Ducournau, qui a commencé par Grave, que j'avais vu à Cannes, la seule fois où je suis allé au festival pour le blog du cinéma. Depuis, je la suis, j'ai envie de voir ses films. Donc il y a eu évidemment Titane, qui a eu la Palme d'Or. Et après cette Palme d'Or, il y avait beaucoup d'attentes pour son 3e long métrage, qui est donc Alpha, qui a été présenté à Cannes, mais qui a une réception désastreuse. C'est ça. Les gens, comme les critiques, comme le public, l'a boudé, quoi. Enfin, clairement, faut le dire. Et ouais, le film décrié. Je pense qu'il est dans les top flops de beaucoup de. Oui, il est beaucoup dans les flops, effectivement. Je dois être un des rares à l'avoir mis dans un top. Ouais. Et moi, je persiste parce que je trouve que c'est un très beau film déjà, et pour le coup, il y a pas mal d'innovations visuelles, de mise en scène qui m'ont touché, que j'ai trouvé pertinentes. Après, je peux juste résumer un peu de quoi ça parle. Alpha, c'est donc l'histoire de Alpha, une jeune fille, elle a genre 13-14 ans dans le film, qui, à la suite d'une soirée dans les années 80-90, enfin, un moment où il y a une sorte de maladie qui se passe par le sang, qui fait des ravages. Donc l'esthétique rappelle les années 80-90, mais on nous dit pas précisément dans quelle temporalité on est. Et donc cette jeune fille, elle se fait tatouer la lettre A sur son avant-bras, et pendant toute une partie du film, elle se demande si elle a ou pas cette maladie, qui est un peu l'analogie au sida, évidemment. Et par ailleurs, elle a des échanges avec son oncle, qui lui a cette maladie, et qu'il a contracté il y a bien plus longtemps. Et du coup, on suit un peu les deux trajectoires temporelles en même temps. Donc il y a une ligne temporelle dans le présent et une ligne temporelle dans le passé. Et à un moment donné, ces deux trajectoires vont se rejoindre, comme la lettre A, deux droites qui se rejoignent au sommet, où du coup passé et présent vont se confondre. Il y a Tahar Rahim qui joue cet oncle, qui est donc malade, et il y a Golshifteh Farahani qui joue la mère de Alpha et qui a quand même une grande place dans la dramaturgie du film. Moi j'ai trouvé que le film... Alors du coup on n'a pas dit, mais la maladie, c'est pas le sida, c'est-à-dire que la maladie transforme les gens en pierre, transforme les gens en statue. En statue de pierre. En statue de pierre, de marbre presque, ouais. Et du coup il y a un très bel effet de maquillage pur sur les corps des gens qui sont contaminés, qui les rendent extrêmement beaux en fait, malgré la mort. Et moi le film m'a touché pour les raisons que j'ai dit, et j'ai évoqué, parce que
L'histoire, je la trouve intéressante parce que les métaphores utilisées qui se traduisent dans la mise en scène, je les trouve belles et poignantes, quoi. Par exemple, il y a un moment où elle veut sortir, il y a tout d'un coup l'échafaudage qui tremble et c'est juste du vent. Mais nous, on le vit du point de vue de Alpha et du coup, on a l'impression que le monde s'effondre, qu'il y a un séisme immense. Et je pense qu'ils ont fait bouger la caméra, ils ont fait bouger le décor, mais ça suffit à nous rendre dedans dans le stress du moment. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment super bien mis en scène. Mais je pense que je suis aussi touché par le film à un niveau plus personnel parce que mon oncle à moi est mort du sida dans les années 90, assez jeune, quoi, dans la trentaine. Et que il a aussi eu le temps d'écrire quelques textes qui ont été publiés post-mortem. Et il y a une forme de poésie un peu de la maladie, du corps décrépit, du corps malade qui se ressent dans les textes d'Alberto. Et je trouvais que Julia Ducournau, elle avait réussi un peu à toucher ça du doigt dans sa mise en scène et dans son scénario, et que moi je comprenais pourquoi elle avait voulu mêler le tragique de la maladie avec la beauté un petit peu de cette cette transformation en marbre, parce que c'est une des critiques qui est beaucoup revenue. C'était un truc en mode c'est dégueulasse de faire quelque chose de beau à partir d'une maladie qui est tout sauf belle, parce que c'est vrai que les gens c'est un peu l'argument que j'avais au début. Les gens qui sont morts du sida effectivement sont morts dans leur merde, faut le dire clairement. Tu t'épuises, enfin à l'époque en tout cas, tu t'as plus de défense immunitaire, donc ton corps lâche, quoi. Donc effectivement c'est pas une belle maladie, tu meurs pas transfiguré comme c'est le cas dans le film, mais en ayant lu les textes de mon oncle, je trouvais quand même c'était assez pertinent. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le lien était assez intéressant. Tu m'avais fait la lecture là dans l'épisode, donc là aussi on invite les auditeuristes à aller réécouter cet épisode. Un extrait. Ouais, effectivement, non, mais t'en parles bien, et il y a quelque chose d'assez beau dans la manière qu'elle a eu de traiter la maladie, de faire cette analogie-là, cette métaphore, d'aller utiliser le genre pour parler de ça, c'était assez intelligent. Puis aussi, elle creusait un petit peu le sillon de ses obsessions ou de ses motifs formels qu'elle avait déjà développés dans ses précédents films. Donc là aussi, tu l'avais un petit peu développé dans cet épisode-là, et c'est vrai que c'est un film où on retrouvait quand même une Julia Ducournau qu'on a connue et aimée dans ses précédents films. Oui, et d'ailleurs, en plus du podcast, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne pour un peu casser, je pense, une attente qu'il y avait sur le film de Julia Ducournau, le 3e film Alpha, qui était celui d'un peu de l'elevated horror ou du body horror, en mode c'est la poursuite de Cronenberg. Donc c'est sûr que les gens voulant voir quelque chose qui s'apparente à de l'horreur n'ont pas eu ça. Ils ont eu plutôt un film dramatique avec des moments de sensorialité. Et pour moi, Julia Ducournau, c'est la sensorialité du corps qui est retranscrite à l'image et au son, mais c'est pas forcément le genre horrifique, tu vois. Et je pense qu'elle a bien fait d'essayer de s'émanciper de cette case dans laquelle on voulait la mettre, qui était vas-y, fais des films d'horreur comme tonton Cronenberg, qui lui-même a voulu s'émanciper de ce truc très rapidement aussi, en fait. Donc je pense que c'est malheureusement une rencontre manquée. Je pense aussi que le petit milieu du cinéma adore détruire ce qu'il a adoré l'instant d'avant. Il y a beaucoup de ça. Et je me demande aussi si c'était pas une femme de 40 ans, est-ce qu'elle s'en serait pris autant dans la gueule, tu vois. C'était un mec de 70 ans qui avait sa carrière derrière lui, qui avait fait le même film, tu vois. Est-ce qu'il aurait pas eu une sorte d'éloge en mode un truc un peu plus respectueux, tu vois. Ah oui, alors là on comprend pas vraiment le film de tel grand maître du cinéma, mais bon, à son âge, il a bien le droit d'essayer des trucs. En fait, c'est comme si là on disait, elle est jeune, elle a eu la Palme d'Or, plus droit à l'erreur, quoi. En gros, et moi je comprends pas trop, parce que elle tente énormément de choses dans ce film, c'est très généreux. Alors peut-être que tout n'est pas réussi, mais enfin, moi j'étais dans l'expérience, dans le ride sensoriel et narratif du film. Et même si c'est pas réussi, c'est le plus bel échec qu'on puisse imaginer, tu vois. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, je trouvais globalement l'accueil assez sévère, quoi, sur le film. Après,
il y a quand même des choses qui, je trouve, ne fonctionnent pas. Notamment autour du jeu des comédiens, on en avait un petit peu parlé, de quelques mécaniques de narration, tu vois, un petit peu poussif. Enfin, il y a des trucs qui sont un petit peu... Mais bon, comme tu le dis, est-ce que ça suffit à flinguer totalement un film? Bon, moi je crois pas. Après... Résurrection, je suis désolé, mais moi je connais pas assez bien le chinois pour savoir s'ils jouent bien les acteurs. Mais il y a un côté un petit peu aussi à côté de la plaque, quoi, dans le jeu, dans l'histoire, c'est à mon avis la difficulté, le billet qu'il faut payer pour rentrer dans le film. C'est pas réaliste. Le pack, c'est pas de dire c'est une histoire que vous aurez pu vivre vous dans votre vie à vous, quoi. Donc c'est un peu plus théâtral comme jeu, c'est un peu plus allégorique, tu vois, comme situation. Donc c'est clair que si tu dis oui, j'ai pas trouvé ça vraisemblable, pas très réaliste, tu te trompes un peu de... C'est pas une question de réalisme. Après, moi, ça me pose pas de problème. Comment dire... Est-ce que tu vois, tu vas pas dire... T'es des fois dans refait des dans registres... un diamant mort, tu vas pas dire c'est pas crédible. Non, mais c'est pas que c'est pas crédible. T'as un registre de jeu que tu choisis, que tu assumes. Il peut être complètement théâtral, pas du tout naturel. C'est pas ça. Je trouve il y a des moments qui sont à côté, mais dans le registre qu'elle choisit pour dans le registre de jeu qu'elle choisit, tu vois, c'est donc j'ai pas ressenti ça, c'est marrant. Mais c'est pas que ça. Après c'est pas que ça. Il y a des moments un peu mous dans le film, je trouve un petit peu inégal. Mais par contre, il y a des saillies où ça explose. Tu vois, il y a certaines séquences qui restent. Moi, la séquence de la piscine, elle reste. C'est une séquence assez mémorable. Il y a toute la fin du film aussi, la résolution. Je la trouve assez émouvante. Enfin, il y a plein de moments, il y a plein de moments où je retrouve Julia Ducournau. Je retrouve son efficacité aussi dans la mise en scène. Mais par contre, il y a plein de moments où c'est un peu en dessous. Mais bon, après c'est pas, ça suffit pas à flinguer le film. Moi, je l'avais plutôt bien aimé, tu vois, à sa sortie. Je l'aime toujours suffisamment. Je garde en mémoire certaines séquences, donc c'est déjà bon signe, tu vois, de dire il est sorti quand? Il est sorti en septembre, je crois. Je me souviens bien du film, je me souviens de ce que raconte le film, donc voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas le cas de tous les films que j'ai vus cette année, mais par contre, moi pour le coup, il est pas dans mon top, et voilà, je trouve que c'est un film qui est un peu plus en dessous par rapport à ce qu'on a vu d'elle, quoi, tu vois. Après on a vu que 2 films, et moi j'ai l'impression qu'elle a vite quand même catalogué. Ouais. Et que là, elle a voulu s'émanciper. Dans ma vidéo, je dis, c'est un peu son thème pour moi, c'est un peu l'esthétique de la douleur. Et comment tu retranscris l'expérience de la douleur par l'image et par le son. Mais pas forcément dans une perspective de cinéma d'horreur, tu vois. Ça serait trop l'enfermer. Et je pense que aussi on a beaucoup projeté sur les comédiens le scénario en mode c'est un ventre mou, ils sont pas dedans, etc. Parce qu'on s'attendait à un film d'horreur. C'est-à-dire que si tu t'attends à un drame, il y a des choses que tu vois différemment, en fait. T'as pas les mêmes attentes, donc tu les apprécies un peu différemment aussi. Enfin, après, ça se trouve, non. Non, mais pas du tout. Moi, je trouve ça très bien qu'il soit dans ton top. Je trouve ça très bien que tu défendes Julia Ducournau, et je la défends aussi, hein. Y a pas de problème. Tu la défends plus que tu la défonces. Non, mais je... D'ailleurs, je revois mon top 10 et pas juste mon top 5. J'ai quand même mis Résurrection en numéro 8. Tu vois? Donc je tiens à dire que c'est un film qui m'a aussi plus marqué et que je trouve qu'il y a de quoi en faire du grain à moudre largement, hein, mais moi j'ai pas mis Alpha dans mon top. Mais je vois mais on aurait dû négocier avant l'épisode en fait. Mais non, mais je suis content qu'il y soit, Graham. Je suis content qu'on puisse parler de ce film là à la fin d'année. Du coup, c'est quand même un film important qui est sorti dans l'année. Et moi j'ai quand même envie j'ai envie de voir des nouveaux films de Julia Ducournau. Il faut qu'elle puisse faire de nouveaux films. C'est une cinéaste passionnante, et voilà, j'ai envie de voir, voir la suite, quoi. Numéro 3. Numéro 3, eh bien, en 3, j'ai mis Une bataille après l'autre. 2. Paul Thomas Anderson. Qu'on a chroniqué aussi également. Eh oui. Moi aussi, je l'ai mis dans mon top, je dirais un peu plus tard où. Non, je pense que c'est un des films, moi, qui m'a le plus marqué de l'année. Je trouve un film réussi à peu près sur tous les tableaux, dans les thématiques qu'il aborde, dans la mise en scène qu'il va déployer, et puis surtout,
Je l'avais dit dans l'épisode, mais je trouve que c'est un des films de Pitié les plus accessibles. Pitié, c'est quoi? PTA, c'est son acronyme. Okay. Paul Thomas Anderson. Ah bon? PTA. je fais le naïf pour ceux qui savent pas. Bref. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve à cette place dans mon top. Je sais pas si j'ai besoin de développer encore plus. Toi, tu t'es lancé dans les pitchs dans mais ça raconte les résumés de tous les ça films. raconte quoi Mais une non, bataille mais après vas-y, l'autre? Attends, déjà. Non. Le film est sorti il y a 6 mois, donc j'exagère. Moi, je pourrais te résumer une bataille après l'autre. Ouais, mais alors franchement, je te laisse à cet exercice. Eh bien, parce que moi, ça me gonfle. Une bataille après l'autre, ça raconte déjà la rencontre entre un activiste féru d'explosifs qui est joué par DiCaprio et un activiste d'extrême gauche révolutionnaire, faut préciser. Oui, activiste d'extrême gauche révolutionnaire qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les French 78 ou 76. Ouais, je sais plus. French en gros 77 non, 77 non, je sais plus. Ouais, en gros French plus une date mais qui n'est pas mai 68 bizarrement. Et du coup donc ce révolutionnaire rencontre une jeune femme aussi activiste dans le même groupe, une jeune femme noire qui est extrêmement dépeinte comme sexy, faut le dire hein. Teyana Taylor. Voilà, ensemble ils vont avoir une fille et cette fille risque 20 ans plus tard d'être enlevée par un soldat qui est joué par Sean Penn, merci. Pourquoi? Parce que Sean Penn croit que peut-être ce serait en fait sa fille à lui et que comme il est un suprémaciste blanc raciste qui souhaite intégrer la société secrète de Noël, des aventuriers de Noël, et ben on lui dit non mais si c'est une erreur de parcours, il faut rectifier cette erreur. En gros, si vraiment vous avez fait un enfant avec une femme noire, il faudrait la buter quoi. Donc il part la kidnapper et donc DiCaprio 20 ans après ces belles années de révolutionnaire doit tout redécouvrir en termes de code, de mode d'action, réactiver un réseau qui croyait dormant, reprendre le maquis, hein, donc trouver des alliés, trouver des cachettes, trouver des armes et remonter remonter la piste de sa fille disparue. Et donc c'est un film qui va à 100 à l'heure, qui selon Paul Thomas Anderson est un film d'action. Mais j'ai entendu quelqu'un de très intelligent, alors je sais plus si c'était François Bégodeau, Emmanuel Burdeau peut-être. Peut-être c'était Emmanuel Burdeau, je crois. Dans leur podcast Spéculation. Ouais, son podcast Spéculation, qui disait que c'est un film d'action qui comprend pas les codes du film d'action parce que y a pas d'anticipation du spectateur sur comment le personnage va résoudre la situation. Il n'y a pas de suspense. Le personnage est toujours en train de courir après la situation. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme la blague avec les aventuriers de l'Arche perdue, où dans Big Bang Theory, on dit pour gâcher Indiana Jones, non mais en fait si Indiana Jones n'avait pas été là, l'histoire aurait été la même, puisque les nazis auraient quand même ouvert la boîte de Pandore à la fin et serait mort, donc l'Arche d'Alliance il serait mort. Là c'est un peu la même chose quoi, c'est-à-dire que tu enlèves DiCaprio du film, sa fille elle est kidnappée, et après il se passe ce qui se passe sans que DiCaprio ait grand chose à avoir dans l'affaire. Mais voir DiCaprio courir après l'intrigue tout au long du film, c'est quand même un des éléments vraiment jubilatoires dans le film. Oui, c'est jubilatoire, mais c'est presque plus comique que du registre de film d'action. Ah mais pour moi c'est une comédie. Oui, mais pourtant, une bataille après l'autre. Pourtant, c'est présenté comme un film d'action par son réalisateur lui-même. C'est un film qui va naviguer entre plusieurs genres, clairement. Et notamment la comédie en fait partie. Pour moi, c'est un film qui bouge, mais c'est pas une comédie d'action. Tu vois, j'ai vu The Fall Guy récemment sur Netflix avec Ryan Gosling, et je trouvais que c'était une bonne comédie d'action. C'est-à-dire que on a le côté, on anticipe le problème dans l'espace, et on va se demander comment le héros va résoudre le problème par sa traversée dans l'espace, sa manipulation d'un objet, ou le déclenchement d'une réaction en chaîne comme une explosion, des choses comme ça.
Et donc ça, c'est le côté action. Et en même temps, c'est une comédie parce que la résolution, elle subvertit nos attentes. Et du coup, on se marre parce qu'on se pensait pas qu'il allait se trouver dans cette situation-là juste après, quoi. Et ça, on l'a pas du tout dans Une bataille après l'autre. On a vraiment une comédie dans un rythme qui ressemble à un film d'action, mais pas vraiment avec les codes du film d'action en tant que tel, quoi. Non, et puis, alors, c'est assez haletant. Il y a beaucoup de péripéties pour arriver jusqu'au climax, et en même temps, il y a des moments, comme tu as dit, où ça piétine aussi. Ouais. Tu vois, moi, je pense, il y a tout ce moment dans l'appartement avec Benicio del Toro. Cette scène est très très longue pour pas grand chose, tu vois. En fait, c'est une navigation un peu en plan séquence de mémoire, un peu comme il avait fait dans Magnolia ou dans Punch Drunk Love aussi beaucoup. Oui, et puis aussi dans son premier film Hard Days. Hard Days. Non, alors le 2 là, le deuxième film sur l'acteur de porno là. Boogie Nights. Boogie Nights, voilà. Où ils sont dans des bureaux et on les suit de dos, etc. au Steadicam. La séquence, c'est vraiment le comédien qui ouvre des espaces derrière des espaces, quoi. Il dit il y a une porte qui en fait mène dans un couloir, qui mène dans une chambre, qui mène dans un autre couloir, qui mène en fait, et du coup on se dit qu'il y a sans arrêt des dimensions cachées. Benicio del Toro, il est le guide de ces strates, quoi. Et à chaque fois on voit que il y a une certaine population qui habite cette strate. Genre il y a des gens qui rechargent les téléphones, après il y a des gens qui préparent à manger, après et donc on voit qu'il y a une organisation sociale dans chacune de ces strates. On plonge couche après couche dans toutes ces sociétés secrètes. Et on a le gag de DiCaprio qui veut lui justement charger son téléphone pour pouvoir appeler et avoir la position de sa fille grâce au réseau de résistants. Et il n'y arrive pas parce qu'il faut aller vite, et donc à chaque fois il se branche, il se débranche, il se rebranche. Tu vois, et cette scène, ça piétine, on piétine. Ça piétine. Et d'ailleurs la musique, moi j'ai un souvenir hyper fort de la musique du film. C'est un truc genre un peu free jazz, mais de comme un batteur qui ferait des petites percussions genre. Un peu à la Birdman. Oui, exactement. Un peu. Et ça, Birdman d'Iñárritu, qui était un film en plan séquence aussi. Voilà. Et moi, ces moments-là, moi, ça me rappelle Punch Drunk Love, que j'ai pas revu, mais je crois qu'il y a ces mêmes un petit peu ces plans séquences, ces suivis en Steadicam avec cette musique, avec je crois que c'est un petit peu le même genre de musique comme ça, et qui vient créer une espèce de tension. En fait, il y a une sorte de tension, mais qui est pas de l'ordre oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, qui est moi genre mais quand est-ce que quelque chose va arriver, quoi, parce que pour l'instant il ne se passe rien. C'est ça. Et en même temps c'est divertissant, c'est assez étonnant parce que c'est pas un film où il se passe enfin, il se passe beaucoup de trucs, quand même. Mais il y a quand même des séquences où, comme tu dis, ça piétine, et pourtant, ça reste intéressant. Exactement. Ça, et il y a la même chose le avec... rythme est très étrange. Il y a la même chose avec la séquence à la fin qui nous a tous parlé, tous les deux, où c'est une course-poursuite dans une route qui fait des hauts et des bas, donc il faut imaginer quelque chose de très vallonné, et vraiment, on a l'impression d'être... sur un grand 8 ou un parc d'attractions. C'est ça, c'est une course-poursuite, et tu vois les bagnoles qui apparaissent, disparaissent, comme ça. Mais c'est long en même temps, c'est pas genre toute berzingue. Voilà, c'est clair. Mais c'est long et lent, c'est-à-dire que les voitures ne vont pas non plus très vite, quoi. Elles vont à 70-80 km/h. Mais en fait, il y a un ça peu se dilate un peu, quoi. Ouais, il y a une dualité entre la vitesse des voitures et la focale de la caméra qui est une longue focale, donc ça vient un petit peu la voiture est vue de loin, donc on la voit pas beaucoup avancer, donc il y a comme ça un jeu sur le rythme, en fait. Totalement. Et tout au long du film, il joue sur ce rythme. Je pense aussi que c'est un film qui va récolter plein de petites statuettes. Là, on entre un petit peu au moment dans la période des cérémonies. Là, je crois qu'il a été récompensé là. Je sais plus quelle cérémonie. Je crois que c'est les Critic Awards. Ok. Moi, je suis nul à ce jeu-là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un délire de combien d'entrées ils ont fait. Ça s'est pas plus vraiment bien vendu, quoi. Ah ouais, mais écoute, moi je mets mes on fait nos pronostics. Je pense. Ouais. Je pense qu'il va tout rafler. Une bataille après l'autre, il va tout rafler. D'accord, ok, intéressant. Ouais. Moi je te le dis, il va avoir l'Oscar. Après, je te dis ça, je sais même pas s'il est nommé, mais je crois. Théorie parano un petit peu genre. Oui, il va avoir l'Oscar parce que du coup Warner Bros va être valorisé pour être mieux racheté par Netflix. Écoute, peut-être, je sais pas, je rentre pas là-dedans, mais peut-être. Non, je plaisante, c'est un personnage. Ne croyez pas ce que. Mais écoute, pour moi, c'est un des films, un des plus importants de l'année. Voilà. Mais très bien. Gros cast. Important. C'est un adjectif. Non, j'ai dit important. Non, pas important. Je veux dire. Cool, quoi. Ouais, un des plus cool, un des plus marquants.
voilà, il y a aussi un gros casting qui tous livrent des performances incroyables. On avait beaucoup parlé de Sean Penn, je crois que voilà, ça reste. Sean Penn, pour moi, c'est le méchant de l'année. C'est clair que, alors, si moi je devais remettre une statuette, je remettrais une statuette à Sean Penn, la statuette du meilleur cabotin, tu vois. Mais genre, c'est ce qu'on attend aussi dans ce registre-là. Ouais. Et il fait un truc avec sa tête. Ouais. Il a des gueules, quoi. On dirait, mais que il s'est pris une voiture, quoi, dans la tronche. Parce qu'après, je l'ai vu en interview, il est beaucoup plus détendu, tu vois, du visage. Là, il est bouffi de partout. Enfin, il a des tics. Enfin, c'est extrêmement gênant de le voir à l'image et inquiétant aussi. Ah, c'est génial. Non, mais en termes de thématique aussi, c'est vrai que c'est un film qui très politique aussi, Oui. qui parle de l'Amérique, qui parle des deux visages de l'Amérique, qui parle de l'Amérique là, post-Trump, tu vois, aussi. Avec post dans Trump. Ouais, l'Amérique de Trump. In Trump, je sais pas comment dire. Et ouais, mais... c'est ça. Et il y a un deuxième film qui était un petit peu sur cette thématique qui est sorti cette année, qui est Eddington, du coup, de Ari Aster, que j'ai vu, que j'ai mis aussi dans mon post. T'as mis dans ton... que j'ai mis dans mon top. Ah, d'accord. Mais pour connaître sa place et pour en savoir plus sur Eddington, il faudra aller sur Instagram. Rendez-vous sur Instagram pour voir à quelle place. Et alors, Eddington, pour le coup, se place à l'époque du Covid. Donc, parle vraiment de cette période Covid. Parle aussi du mouvement Black Lives Matter. Parle du Trumpisme. Et donc de l'opposition, en fait, entre ces deux Amériques qui se font face et qui se livrent bataille un petit peu. Et donc c'est marrant, il y a ces deux films assez importants qui sont sortis dans l'année, qui parlent un petit peu de ça, qui parlent de l'Amérique actuelle. Et en vrai, Eddington m'a beaucoup plu aussi. Il aurait pu se retrouver à ce niveau-là aussi, tu vois. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que je trouve que c'est des films qui fonctionnent presque en diptyque, en fait. Mais tu vois, t'as mis Résurrection dans ton top 5, pas moi, mais t'as mis Une bataille après l'autre devant Résurrection, et moi aussi j'ai mis dans mon top 10 Une bataille après l'autre devant Résurrection. Ouais. Donc je pense qu'on est raccord, même si on est à peu près pas au même endroit dans le top, mais bon, on a quand même préféré un film à l'autre, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que pour moi, il coche plein de cases dans ce que je recherche quand je vais voir un film. Dans l'expérience globale du cinéma. Voilà, exactement. Ouais. Il y a la thématique, ce dont va parler le film, et il y a la mise en scène, tu vois, il y a l'histoire, les personnages. Voilà, exactement. Et pour moi, c'est un film qui, du coup, dans ma réception, je le mets au-dessus, ouais. Après, bon, les hiérarchies, c'est compliqué, tu sais. En vrai, là, ce top, il a cette tête-là, mais il pourrait en avoir plein d'autres aussi, tu vois. En vrai, non, Une bataille après l'autre est factuellement, objectivement, aujourd'hui, défini comme meilleur que Résurrection. Non, je plaisante. Je t'avoue que j'ai aussi placé des films en fonction de ce que t'avais placé toi, tu vois. Et comme ça, c'était aussi l'occasion, tu vois, de parler de certains films là, on n'aurait pas parlé parce qu'ils se seraient retrouvés derrière. Ouais. Là, c'était aussi ça. Comme toi, tu l'as mis, le fait de le mettre à ce niveau-là, ça permettait qu'on en parle parce que c'est quand même un film qui a été important, je pense, pour nous deux dans l'année, tu vois. Et du coup, maintenant, c'est le numéro 3 de moi. Qui est The Brutalist de Brady Corbet. Ouais. Qu'on a vu ensemble, enfin pas ensemble, mais on a vu dans la même période. Ouais, on l'a chroniqué, on a fait un épisode aussi sur The Brutalist. Et d'ailleurs, il est dans mon top aussi. Il est aussi dans ton top. Mais je dirais pas à quelle place. Non, pas à quelle place, ce sera sur Instagram. Et donc, moi, pourquoi je l'ai mis en 3? Donc, déjà, de quoi ça parle, The Brutalist? Ah, putain, tu te relances dans le pitch mais encore. Oui, moi, je fais des pitchs pour que les gens, ils savent de quoi on parle. Donc, The Brutalist, ça parle d'un architecte d'origine juive dans un pays d'Europe de l'Est qui fuit, le nazisme, autour des années 40 pour arriver comme un migrant dans les États-Unis de la deuxième moitié du XXe siècle et qui au début est à la rue et finit quand même par trouver un mécène capable de lui donner un chantier qui va un peu le remettre sur le devant de la scène comme un architecte. Donc un architecte brutaliste, donc c'est un style en béton avec des angles hyper droits, etc. Et moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué pour son ampleur dramaturgique. C'est une fresque historique, on a l'impression vraiment de traverser une période et aussi un malaise parce que les États-Unis sont un pays qui s'est construit sur l'immigration et en même temps on dirait que c'est un pays qui déteste les migrants
et que ça aussi ça résonnait beaucoup avec l'Amérique de Trump, même si c'était traité d'une façon historique plutôt cette fois-ci, et que l'antisémitisme que vivaient les Juifs en Europe, ils le vivent aussi aux États-Unis, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que ils l'ont retrouvé. Voilà, finalement les Américains riches, blancs, protestants qu'on appelle les WASP, ils sont contents d'avoir des Juifs, mais comme ils sont contents d'avoir des esclaves en fait. Hein. Le parallèle est assez fort. Il y a même je crois un moment dans le film où on dit mais toi aussi t'es noir, parce qu'il se fait un ami noir. Et que c'est encore le moment la ségrégation aux États-Unis. Donc il y a quand même un fort parallèle qui est trouvé. Le film a tellement cette puissance de fresque historique qu'en sortant du film, j'étais persuadé que l'architecte existait vraiment, que c'était un biopic, alors qu'en fait c'était un personnage inventé, inspiré de réels architectes juifs hongrois qui ont émigré aux États-Unis, mais qui en tant que tel n'a pas vécu cette vie. Et ça, je trouvais ça assez fou, quoi. Ouais, je te rejoins. Moi, c'est vraiment sur le côté l'ambition du projet, tant sur le côté narratif, mais aussi formel, hein, puisque c'est même si c'est vrai qu'il est assez classique dans sa mise en scène, ça on en avait un petit peu parlé. Bon, il y a quand même quelques partis pris esthétiques qui font qu'on se souvient aussi de ce film comme d'une proposition formelle aussi, pas uniquement un gros un film monumental par sa durée, parce que c'est beaucoup ça qui a été mis en avant. Oui, c'est un film qui est tellement long qu'ils ont jugé bon de faire un entracte. Ouais. Mais comme on l'avait dit, l'entracte il est pas trop dans une pure logique de timing. C'est aussi, moi j'ai trouvé que c'était presque une démarche d'art contemporain. Ouais, c'est ça, un dispositif d'art contemporain ouais. pour te mettre dans une certaine disposition. Ouais, parce que du coup il y a une coupure dans le film qui met un peu le spectateur en attente, en haleine, et l'image pour attendre, c'est une photo de famille dont il sera question ensuite dans la suite du récit. Donc moi je trouvais ça aussi intéressant d'intégrer ce moment-là de l'interlude à la projection. Enfin, il y a peu de séances où j'ai pu me dire là, avoir vu le film au cinéma, outre l'écran plus grand, le son meilleur, ça a vraiment une signification, quoi. C'est un choix. Il y a eu aussi je l'ai pas mis dans mon top, mais c'est un film quand même que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais peut-être dû le mettre dans mon top, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Enfin vraiment j'ai l'impression de prendre mais il est sorti cette année, mais Megalopolis. Mais non, Megalopolis c'est c'est avant encore, c'est 2024. C'est pour ça qu'il y est pas. Ouais. Il est dans ton top 2024. J'ai l'impression un peu comme un snob, de prendre tous les films que les gens ont détestés et de les mettre dans mon top. Non, mais attends, The Brutalist, il a pas été détesté, il a été plutôt bien accueilli par la critique. The Brutalist a plutôt bien été apprécié, et la communication a surfé sur un bon bouche à oreille, déjà depuis les festivals, les grands festivals de cinéma. Mais oui, du coup, c'est un film quand même dont je me souviens encore extrêmement bien. J'ai encore pas mal d'images. L'acteur Adrien Brody est quand même assez fort dans le film pour nous faire ressentir cette trajectoire, parce que voilà, c'est un juif échappé des camps, mais c'est pas la seule épreuve qu'il va vivre. Hein. Genre une fois qu'il arrive aux États-Unis, c'est à peine mieux, quoi, on va dire. Donc c'était quand même très fort de voir cette trajectoire et d'avoir l'impression de quand même être collé au personnage. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression d'un film qui était donneur de leçons ou qui était en disant je vais parler d'un sujet très important. Non, pourtant ça, comment dire, il s'attaque à des thématiques c'est du lourd, assez ambitieuses, quoi. Parler de la Shoah, parler du traumatisme de la Shoah, c'est vraiment ce dont parle le film. Oui. Et il y a même un moment, si tu te souviens, il y a un mélange d'actualité de l'époque qui raconte la naissance d'Israël. Ouais. L'État d'Israël, quoi. Ouais. Et en fait, on sait pas trop de quoi ça parle au début. On comprend pas trop, quoi. Et je trouve il est question pour ces personnages-là de réémigrer, enfin de partir, donc, de quitter les États-Unis. Il y a la tentation, le dilemme de l'Alia, quoi. Est-ce qu'on fait son retour en terre dite sainte en tant que juif ou pas? Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne dans les deux cas? Et donc on a des personnages qui y vont, d'autres qui n'y vont pas. Ouais. Et oui, donc c'était hyper intéressant aussi par rapport à l'actualité qu'on a eu malheureusement à Gaza et en Israël depuis quelques années, quoi. Sur cette note peu positive, passons au film d'après.
Donc ton top 2. Mon top 2, alors, c'est un film que j'ai rattrapé du coup la semaine dernière, et c'est L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, qui a été présenté à Cannes, qui a même obtenu du coup le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation pour Wagner Moura. Voilà, chose qui est inédite parce que apparemment un film ne pouvait recevoir qu'une seule distinction, qu'un seul prix, et voilà, je crois que c'est la première fois qu'un film obtient 2 récompenses dans un palmarès. Bah là, écoute, l'exercice de pitch, ça va être compliqué. Tu l'as pas vu. Je peux pas t'aider là, du coup. Flemme de pitcher, parce qu'en plus, c'est un film qui est compliqué à pitcher. Putain, pourquoi je choisis ce genre de film aussi dans mes tops? Parce que t'as bien te faire des nœuds au cerveau. Comment on pourrait résumer L'Agent secret? C'est un film qui se passe au Brésil dans les années 70, donc en pleine dictature militaire, et le film va se concentrer sur le personnage interprété par Wagner Moura, qui nous est donc présenté comme un agent secret. Okay. Là aussi, le film va subvertir un petit peu toutes nos attentes, puisqu'on n'est pas du tout dans le cliché du film d'espion, film d'espionnage. On est finalement dans une mise en scène beaucoup plus banale. En fait, on suit le quotidien de ce personnage qui est un quotidien banal. En fait, on se pose la question même, est-ce qu'il est un agent secret? On nous l'a présenté comme ça. En fin de compte, on se rend compte que c'est bien plus un opposant politique, en fait, qui se retrouve traqué par le régime, par la dictature, et qui se retrouve... Mais est-ce que du coup c'est un agent secret au sens où il est investi de missions par des puissances étrangères? Par exemple, pour déstabiliser la dictature des colonels au Brésil, il y aurait les États-Unis, la CIA, qui ferait appel un peu à ses services? Non, c'est l'inverse, parce que du coup, alors, c'est toujours plus ou moins le cas dans cette époque et dans ce contexte, puisque finalement c'est sur fond de guerre froide. Donc quand tu as une dictature militaire d'extrême droite, se considérer comme des personnalités dissidentes tendent plus vers le socialisme. Oui. Donc du coup qui irait plus du côté de l'Union soviétique. Qui essaierait de... Oui, mais non, mais là c'est pas du tout là, on n'est pas là-dedans. En fait, on est dans des trajectoires beaucoup plus intimistes. En fait, on suit un personnage qui essaye de survivre, en fait. La seule mission qu'il va mener, c'est une mission très personnelle, intimiste. En fait, on a un personnage qui est à la recherche de l'identité de sa mère. Il recherche des documents qui attestent de l'existence de sa mère. En fait, il est question dans ce film de personnages qui disparaissent, d'identités qui disparaissent. Le film s'ouvre en lien avec la dictature. Bien sûr. Alors soit c'est des gens qui sont tués dont on ne connaît pas l'identité, on sait pas pourquoi ils ont été tués. Le film s'ouvre sur un cadavre qui est en train qui est laissé à l'abandon à côté d'une station-service, et donc on a l'arrivée de l'acteur principal, du personnage principal, Wagner Moura, qui vient pour faire son plein d'essence, et donc qui se retrouve face à ce cadavre qui est juste caché par une planche. Et en fait le pompiste arrive et voilà, il lui dit non, ça fait plusieurs jours que le cadavre est là, les flics s'en foutent. En fait, c'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est que ça se passe au moment du carnaval, et donc du coup ils sont occupés par le carnaval, et donc en fait ils s'en foutent de ce mort. Donc ensuite arrivent les flics, il va s'en suivre une séquence où la tension monte, où on va se dire il va se faire intercepter. En fait non, en fait c'est juste question d'un pot de vin, d'une extorsion où les flics vont juste chercher à tirer un pot de vin et se barrent. Avec cette scène d'introduction, tu comprends quel est le contexte, quelle est l'ambiance dans laquelle tu vas être plongé tout au long du film. Une ambiance à la fois de paranoïa, tu vois. Ça va être un peu le fil conducteur tout au long de ce film où dès le début on comprend pas trop quels sont les enjeux, quels sont les buts que poursuivre ce personnage, et en fait rien ne va être explicité. C'est vraiment cette ambiance un petit peu paranoïaque qui prédomine tout au long du film. Voilà. Et pourquoi, du coup, tu penses qu'il a eu le prix de la mise en scène? Parce que c'est un film, là encore, qui va naviguer entre différents genres. On va passer des ambiances de thriller, à des moments il y a des incursions aussi dans le cinéma de genre. Ça revient souvent dans le cinéma de Kleber Mendoza Filho.
J'ai pas tout vu. J'avais pas vu Aquarius, mais c'était le cas dans Bacurau, je crois que c'est ça, dans ses précédents films. Bref, donc il y a comme ça plusieurs genres qui vont cohabiter au sein d'un même film. Et surtout il y a cette ambiance là, il y a cette manière de de convoquer le Brésil des années 70 à travers l'image, la patine du coup de la pellicule, les tons très chauds. Voilà, il y a cette ambiance années 70, il y a cette ambiance polar, en même temps horreur, parfois un peu absurde. En fait, c'est ce que nous raconte le film, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre dans une dictature. Et ça, c'est hyper fort. En fait, le film te raconte pas du tout l'histoire d'un agent secret, quoi. Il te raconte ce que c'est que d'être un dissident politique, quelque part, dans une dictature politique. Et ça résonne très fort avec l'actualité. Ça parle du Brésil de Jair Bolsonaro. Bon, là, aujourd'hui, ça résonne aussi de manière particulière avec l'actualité, puisqu'on est quelques jours après l'attaque sur le Venezuela. Voilà. Donc, ça résonne de manière très forte avec notre actualité. Tu dirais que c'est un manuel un petit peu pour quelqu'un qui dirait bon, j'ai peur de tomber en dictature, que mon pays tombe en dictature, qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette expérience-là? C'est pas ça. C'est vraiment très intimiste. C'est vraiment, ça parle de ce que ça peut impliquer pour une personne de vivre là-dedans, de personnages qui peuvent disparaître, de personnages qui vivent sous une double identité. Qu'est-ce que c'est de vivre aussi sous une double identité? Le rapport aux autres, puisqu'il y a aussi l'idée de la collectivité dans le film, puisque le personnage va être hébergé dans une maison, un appartement, en fait, où d'autres personnes, en fait, sont réfugiées comme lui. Mais on l'apprend petit à petit, tu vois. Et en fait, on se rend compte que ces personnages secondaires vivent aussi sous une fausse identité. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça implique? Et surtout, quelle trace? C'est un film sur la mémoire aussi. Quelle trace quelle trace ont pu laisser ces personnes-là, en fait, pour les générations qui viennent, puisqu'il y a aussi un ancrage avec le présent, parce qu'il va y avoir une timeline dans notre présent d'une femme qui fait des recherches dans des archives, en fait, sur ce personnage-là. On retrouve, en fait, ce lien avec le document d'archives, tu vois. Le personnage principal, Wagner Moura, il est à la recherche d'un document officiel qui va attester de la vie de sa mère. Et d'un autre côté, on a un personnage dans le présent qui va rechercher à travers les archives des traces, en fait, laissées par ce personnage-là. Moi, il y a une scène qui m'a pas mal marqué, c'est une scène de repas, et on se rend compte, dans ces moments-là, quand l'extrême droite prend le pouvoir, la manière dont elle va permettre aux entreprises privées de s'accaparer le bien public. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans le film, qui est exprimé très clairement. Et là encore, ça fait aussi écho avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, quand on a entendu il y a peu de temps les déclarations. Trump a dit, voilà, des entreprises pétrolières américaines vont pouvoir, comme ça, s'emparer des réserves de pétrole au Venezuela. Exactement, qui sont nationalisés, donc qui appartiennent aux Vénézuéliens, ça c'est important. Et oui, mais je pense aussi à la France, par exemple, quand on a des discours d'extrême droite sur la privatisation du service public. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de très clair. C'est comment, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, accompagné d'une oligarchie qui détient le capital, enfin voilà, va s'accaparer en fait le bien public pour s'enrichir. Voilà. Non, mais on a bien compris que tu trouvais qu'il y avait des parallèles avec l'actualité et avec, on va dire, au-delà de l'actualité, cette question du basculement d'un régime à l'autre et comment ça s'accompagne, pas forcément que d'un coup d'État, parce que quand on imagine la dictature, souvent on va nous dire, ben non, c'est pas une dictature parce qu'ils n'ont pas gagné le pouvoir par la force. C'est ce qu'on a pu dire par exemple sur Donald Trump, on a pu dire il a été élu. Mais Hitler a été élu aussi. Donc c'est pas parce que on a été élu que c'est un mandat pour devenir ensuite un chef autoritaire qui va s'accaparer des richesses qui ne sont pas à lui, les distribuer à ses petits copains et ensuite mater tout mouvement de révolte. Là, l'Amérique de Donald Trump, c'est pas juste faire des guerres éclairs pour s'accaparer des ressources, c'est aussi une répression intense de la population avec la brigade ICE,
qui à la base vise les migrants illégaux, mais qui finalement est étendu à tout dissident. Il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux de gens comme vous et moi, enfin toi et moi, qui parlent comme ça dans la rue, et d'un coup les policiers l'embarquent et ils sont menacés d'être expulsés dans des pays d'Amérique du Sud, d'ailleurs en Équateur notamment, alors qu'ils n'ont rien fait, qui sont des citoyens américains, qu'ils ont la fameuse carte verte là, et donc c'est aussi ça une dictature, c'est pas que prendre le pouvoir par l'armée, ça peut être juste être élu sur des fausses promesses et ensuite s'accaparer le pouvoir pour en détourner de sa finalité qui devrait être juste le bien de la population et basta. Ouais, non, mais c'est très juste. Après, le film ne se concentre pas sur ce moment de basculement. Ça, c'est vraiment un flashback dans le film. Il y a aussi une traque. On suit aussi des tueurs qui vont être embauchés pour éliminer tu ce dirais que c'est la personnage. version un peu plus dramatique de Une bataille après l'autre? Non, parce que une bataille après l'autre, bon, ça s'intéresse à l'Amérique de Trump, c'est différent de la dictature militaire des années 70, tu vois, c'est pas les mêmes mécaniques qui sont en jeu. Là, il y a vraiment des choses très propres au Brésil déjà qui se jouent là-dedans, notamment du coup le rapport à la violence que ça peut impliquer, le rapport à l'absurde aussi, qui va pouvoir convoquer au moyen du genre horrifique. À un moment donné, il y a une séquence avec une jambe coupée, parce qu'il y a tout un fil rouge avec une jambe coupée qui appartient à un cadavre qui est retrouvé à l'intérieur d'un requin. Cette jambe poilue, elle va apparaître pour punir des personnages à un moment dans le film de manière un peu absurde, surréaliste, et tout ça pour mettre un peu en exergue l'absurdité de la dictature et la violence de la dictature. Donc c'est quand même très propre Au Brésil, ouais. Voilà. De ces années-là. Ouais, de cette époque-là. Et mais c'est un film, encore une fois, c'est un film très riche et que moi j'ai trouvé aussi dans sa résolution extrêmement touchant. Je trouve qu'il se joue quelque chose de très fort en fait dans le lien dont je t'ai parlé entre la recherche de la mère, le passage au fils de Wagner Moura, Fernando. Il y a quelque chose aussi qui se joue dans le dénouement, qui parle aussi d'un racisme et d'une oppression systémique fondamentale dans la construction de la société, etc., etc. Il aurait pu se retrouver en top one. Il aurait pu se retrouver number one, franchement, ouais. Mais non, il y en a un autre. Mais écoute, on va en parler. Un autre qui a été, mais avant ça, il faut parler de comme le meilleur film de l'année depuis sa sortie. Attends, dévoile pas tout, Attends, déjà, il faut parler de ton top 2. Oui, bien sûr, mais les vrais qui écoutent tous les épisodes savent. Pas, mais les vrais savent. Toujours, les vrais savent quel est le number one de Aurélien Millot. Ouais, je pense que c'est un secret de polichinelle. Ouais. Bon, moi, mon numéro 2, c'est Présence de Steven Soderbergh. Présence. Qu'est-ce que ça raconte? Non, tu me le fais pas à moi. Tu te débrouilles, Présence. Non, mais Présence, ça raconte l'histoire d'une maison qui, on pourrait dire, c'est une maison hantée en fait, une maison où on commence à suivre via le point de vue, donc on est en caméra objective, comme à la première personne, on voit quelqu'un qui se balade dans une maison vide, et en fait on comprend... Une présence fantomatique. Voilà, on comprend... En vrai, on peut dire c'est un film de fantôme. Oui, progressivement on comprend que c'est une présence fantomatique, que les autres personnages ne voient pas ce personnage qui bouge et dont on est un peu les yeux, le regard, à part à quelques moments dans le film, et que du coup ce personnage est un observateur de cette famille qui vient d'emménager, et qu'elle voit en fait arriver une sorte de drame qu'elle essaye de prévenir, et toute la question est de savoir à quel point tout était prémédité en fait. Est-ce que dans une logique déterministe ou pas, est-ce que voilà cette présence pouvait véritablement échapper au sort qui semble se mettre en place dans la situation dramatique qui est présentée. Le côté inéluctable. Le côté inéluctable, voilà. Et moi c'est un film que j'adore parce que c'est un film, je pense que si j'avais les moyens de faire un long métrage, c'est un film comme ça que j'aimerais bien faire. Je sais pas si ça serait mon premier long métrage ou mon deuxième ou troisième si j'avais ce luxe, mais c'est le genre de démarche que je trouve hyper réjouissante, quoi, hyper jouissive en fait, de voir quelqu'un jouer avec les outils même du cinéma, donc là la caméra, le déplacement, pour avoir un propos qui est celui de je vous fais ressentir qu'est-ce que ça serait d'être un fantôme, moi ce que j'avais jamais vu au cinéma, et qui en même temps joue sur un peu les films
de maisons hantées, les codes de films de maisons hantées, mais sans véritablement tomber dans le pastiche ou la copie, quoi. C'est Non, il rebat totalement les rebat cartes. C'est quelque chose de totalement nouveau qu'on n'a jamais vu. C'est un dispositif qu'on n'a jamais vu. C'est tourné avec un iPhone sur un stabilisateur. Il y a une équipe minimaliste. Je pense que le réalisateur Steven Spielberg filme la plupart des plans lui-même. Il a 4 acteurs, un preneur son et c'est tout, quoi, en gros. C'est le genre de démarche qui moi m'éclate parce que je trouve que le cinéma c'est certes la plupart du temps une grosse machine comme dans The Brutalist, je pense, où on est vraiment sur des gros moyens, des grosses équipes, mais ça peut être aussi des choses plus légères et on est tous les deux des gens qui ont fait des courts-métrages sans argent, en mode guérilla, voilà, comme on dit, cinéma guérilla, et du coup je pense qu'on aime bien cette espèce de punk, cet esprit un peu punk de dire on va faire un film avec 3 fois rien. Alors c'est possible pour Steven Spielberg parce qu'il est connu, donc il peut ensuite sortir son film au cinéma. Mais moi, j'aime bien l'idée que c'est voilà quelqu'un qui défend la possibilité de faire des films avec 3 fois rien. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, enfin, c'est un film vraiment à concept, c'est un film à dispositif de mise en scène et qui le tient jusqu'au bout. Et c'est vraiment l'alliance. On parle souvent du fond et de la forme. Tu vois, là, c'est ça. Le fond, c'est la forme même du film. Et ouais, moi j'en garde un très bon souvenir. C'est un des premiers films qu'on a chroniqué. Je crois tu l'as mis dans ton top 10. Je crois que c'est le deuxième. Mais oui, moi je l'ai dans mon top 10. Encore une fois, je vous dirai pas à quelle place, mais allez voir sur Instagram. Mais non, en vrai, ouais, il aurait pu être plus haut. Je me souviens à l'époque, j'avais dit ouais, celui-là, il va être dans mon top 10 ou quoi, machin. C'est le cas. Ouais, il y est. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu fais les tops, les films que t'as vus au début de l'année, souvent ils peuvent être un petit peu effacés. On peut peut-être raconter comment on a fait l'exercice parce que t'en as dit 2 mots tout à l'heure en disant ah mais c'est relatif, j'aurais pu les mettre à une autre position. Ouais. Moi à chaque fois je me suis demandé est-ce que j'ai préféré ce film à celui-là? Au sens, est-ce que le numéro 2, je l'ai préféré au numéro 3? Et inversement. Et j'ai vraiment fait mon choix comme ça. Et c'est totalement subjectif, mais oui, je pense que j'ai préféré Présence à The Brutalist qui est en numéro 3. Et c'est pour des raisons complètement différentes. Et c'est pas que je les compare, je sais pas que Présence est mieux que The Brutalist, mais par contre, j'ai vraiment préféré à peut-être 1/100, tu vois, Présence à The Brutalist. Et c'est comme ça un peu que j'ai fait ma hiérarchie. Mais même en pensant comme ça, moi je peux pas te dire. Toi tu peux pas. Hein. Mais le souvenir, il est quand même, tu sais, c'est pas le même. Il faudrait vraiment que je voie les films à la chaîne pour te dire, là, pour faire vraiment un classement beaucoup plus objectif. Toi t'as pas encore le souvenir de l'émotion que t'as donné le film en sortant du cinéma. Si, mais là, si je me réfère à l'émotion que j'ai eue en sortant de la salle, je le mets en top 1. Voilà. Mais non. Bah pourquoi? Non. Mais parce que il y a eu d'autres films depuis. Ah mais est-ce que moi je peux te dire, tu vois, quand je suis sorti de Présence, j'avais mon contentomètre à 99, tu vois, sur 100. Ouais. Alors mais là je suis sorti de The Brutalist, j'avais mon contentomètre à 95. Ouais, sur 100. Bon écoute, je sais pas si je peux quantifier comme ça. Non. J'en sais rien. Non, en tout cas, c'est sûr que il était là. Après, il a fallu que je rationalise certains arguments pour le remettre, tu vois, et pas uniquement me fier à ton impression, à mon souvenir, à l'impression que j'en avais, tu vois. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué comme exercice. Est-ce un top objectif? Est-ce que si on te disait, on a fait une démonstration, voilà, c'est les 10 meilleurs films de l'année? Ça n'existe pas, ça. De toute façon, la notion même de top, c'est compliqué. C'est juste là pour faire... Pourquoi on le fait, alors? Mais pour faire la trend. Parce qu'on est des putains de suiveurs. Ah, mais moi, je pensais que ça avait du sens, moi. Je pensais qu'on faisait avancer la cinéphilie en faisant un top. Ok. Mais c'est vrai que ça permet de parler de films qui sont plus dans l'actualité. Ouais, non, il y a ça. Après, c'est aussi une manière de dresser un bilan, de dire qu'est-ce qui reste, tu vois, qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on retient de cette année. C'est une manière d'être un peu prescripteur aussi de certains films, peut-être qui seraient passés à côté. Moi, c'est pour ça que je mets... Présence, ça n'a pas fait des millions d'entrées, donc si vous pouvez le rattraper en VOD, c'est trop bien, quoi. Exactement. Mais c'est comme le film dont j'ai parlé en top 5, là, le Reflet dans un diamant mort. Tu vois, c'est la même chose. C'est aussi... mais c'est un film qui reste, t'as envie un peu dans... Et pourquoi le diamant est mort, d'ailleurs? Oh putain, c'est compliqué, ça. Vois le film. Ça marche. Non, mais écoute, Présence, ouais, il aurait pu se retrouver plus haut aussi, tu vois. Après, comme tu l'as mis, c'était aussi... je savais qu'on allait en parler, donc c'était très bien. Donc, tu vois, je préférais mettre un film... Du coup, t'as fait ton top 10 par rapport à mon top 10. Exactement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais... Du coup, je suis un tricheur. Mais non, mais du coup, j'avais pas vraiment l'impression qu'on dialogue, là. Mais bien sûr que si. Je l'ai fait comme ça, et quand j'ai re-regardé ton top après, je me dis, ah bah nickel, comme ça, du coup, ça se complète bien, et on va pouvoir... Okay. Exactement. Okay. Et c'est marrant, parce qu'il a sorti
2 films en Oui, il a 2025. c'est un autre film qu'on n'a pas vu, du Là, coup. on l'a pas vu, non. The Insider, je crois que Ouais, c'est ça. c'est ça. Et Un film plus hollywoodien. voilà, plus installé Ouais. économiquement. Et c'est vrai que même là dans le, bon, je l'ai pas vu, mais dans ce que je pressens et ce que je vois des 2 films, c'est vrai que je préfère par rapport aussi à ce que t'as raconté autour de la fabrication des films et finalement c'est cette manière d'aller travailler un concept, une mise en scène, tu vois, d'aller creuser un peu ce sillon là. Peut-être va l'amener vers quelque chose de potentiellement plus intéressant, tu vois, c'est l'idée Je d'avoir pense que Soderbergh, il alterne. Il fait des films un peu, genre, pas concept, mais des films, on va dire, un film pour... Il dit, dans une interview, il dit un film pour moi, un film pour eux. Ouais, et donc, bien sûr. et c'est beaucoup de réals américains disent ça parce qu'ils sont conscients d'être dans des systèmes de financement très complexes et qu'il y a certains films qui peut pas faire financer sur la base du scénario parce qu'ils sont justement plus risqués et je pense que Présence en fait partie. Donc il les réfléchit comme étant des expérimentations. Et il y a des films qui au contraire, ben il va avoir des stars comme Fassbender dans The Insider et Cate Blanchett. Et du coup, il sait que avec un scénario un peu de thriller, il va pouvoir attirer des financements. Et donc là, et en même temps, s'il ne faisait que des films comme Présence, je pense que sa carrière serait un peu, il serait un peu mis de côté quoi dans l'industrie. Donc il pourrait plus, finalement, pour pouvoir faire des films comme Présence, il faut qu'il fasse aussi des films comme Insiders. Bien sûr, ouais. C'est un peu la tragédie, je pense, du système hollywoodien. C'est que même quand t'es dans un réalisateur ou une réalisatrice extrêmement coté, expérimenté, tu peux pas juste faire des films indépendants, d'auteurs, à concept. T'es aussi obligé de faire des films de divertissement pour contenter voilà un peu la bête, le Mahamut. Bon ça c'était mon numéro 2. Alors on va attaquer le top 1. Le top 1. Le top 1. On commence par ton top 1 à toi. Le top 1. Ben écoute, moi le top 1 de l'année, le best of the best. Best of the best. Top of the top, c'est Arco. Mais non. Si. Mais non. Arco. De Aurélien, Hugo Bienvenu. Mais je n'en serais pas douté. Arco qu'on a chroniqué du coup aussi. Voilà, on a fait un épisode dessus. Donc là aussi, j'invite les auditoristes à aller écouter cet épisode. Je vais pas relever l'exercice Arco, qu'est-ce du que pitch. ça raconte Non. Bon, c'est écoute, un film d'animation. Voilà, Arco, c'est un film d'animation. C'est le seul film d'animation du top là. Voilà, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui voyage à travers le temps et qui reste bloqué dans une timeline passée, mais qui pour nous est un monde futur. On va suivre aussi le deuxième personnage qui rencontre, qui est Iris. Voilà, qui est Iris. Donc on a ce duo de personnages, voilà, qui vont essayer de renvoyer Arco dans sa timeline. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que je l'ai aussi mis dans mon top. Alors pas en numéro 1, mais c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que on sent que ça y est, la SF commence à aborder des thèmes écologiques aussi au cinéma, parce que c'est beaucoup le cas en littérature, mais qu'en cinéma, ça manquait un petit peu quand même. Il y a quelques films, bon évidemment on pense beaucoup à Miyazaki en voyant l'histoire et le dessin, Ouais. mais en termes de production de SF, ça manquait un petit peu ce qu'on a appelé dans le podcast le hop punk. Ouais. Donc en gros, pour faire un jeu de mots sur le cyberpunk, hope ça veut dire espoir. Donc ça serait voilà la SF un peu optimiste. Et que comme on est dans une période extrêmement pessimiste, ça fait un peu du bien d'avoir ce genre d'histoire. Donc moi j'ai bien aimé aussi ce joli conte. Exactement. Bah écoute, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, le côté espoir, moi c'est clair que ça faisait du bien d'avoir ce film-là dans le top. En fait, c'est le souvenir, c'est un des films qui m'a fait le plus de bien de toute l'année, quoi. Et je trouve que c'est important, quoi. Et bon, mais après, nous on fait ça, on offre des tops qui font du bien. mais non, après bon, il y a tout l'aspect aussi formel. Je trouve moi la mise en scène, elle me régale. Je suis fan de Hugo Bienvenu depuis un petit moment. Enfin, j'ai suivi son travail qu'il a fait en BD. D'ailleurs, j'ai raconté 2-3 conneries dans cet épisode. Et c'est l'occasion de revenir dessus et de rectifier. Parce que j'avais dit que c'était un passage réussi de la BD au film d'animation, ce qui en soi est un peu vrai, puisque ces dernières années, il a fait beaucoup de BD, mais en fait, il avait déjà fait de l'animation. Mais en court-métrage. En court-métrage. Oui, ça je savais, oui.
Parce qu'il il a réalisé des clips. En fait, il sort. Son premier long métrage, là. Oui, mais je parlais d'un passage réussi de la BD à l'animation. Alors qu'il a déjà travaillé l'animation. Moi, j'avais compris, c'est le passage réussi de la BD au sens, tu vends des BD à tu vends des places de cinéma, tu vois. Moi, je l'avais senti comme ça. Ouais. C'est pas son première, parce que non, mais la plupart des gens ont pu acheter ces BD, mais la plupart des gens, à part en tombant par hasard sur un clip, sont pas dit ah oui je vais aller voir un film du Hugo Bienvenu, tu vois. Non mais c'est bien sûr mais c'est malheureux parce que le court métrage il y a l'idée de l'adaptation, il y a l'idée du médium quand même qui est pas le même ne serait-ce que dans la mise en scène, comment tu mets en scène un récit en image fixe et comment tu mets en scène de l'animation. Le fait est qu'il avait déjà réalisé de l'image en mouvement, donc voilà. Et en fait moi ce qui me passionne aussi dans le travail d'Hugo Bienvenu, c'est qu'il y a une sorte d'univers étendu, en fait, qu'on peut dresser d'une œuvre à une autre, que peu importe le médium, peu importe le format, que ce soit du clip, de la BD, jusqu'à son long métrage, il y a vraiment des thématiques continues, il y a des personnages récurrents qui reviennent, notamment ce personnage de robot, Mickey, qui est présent déjà dans ces bandes dessinées, mais qui est également déjà présent dans ses clips, dans certains de ses clips. Et donc en fait il y a comme ça l'idée que il va pouvoir travailler vraiment cette idée de l'œuvre, tu vois, comme dans un ensemble, un corpus, tu vois, un ensemble de projets qui vont d'un geste à un autre aller creuser des thématiques assez précises, notamment autour d'univers, tu vois, mais aussi de questionnements autour du robot, de l'altérité, qu'est-ce qui reste de notre humanité face l'arrivée du robot qui peut-être va faire preuve de plus d'humanité que les humains. Il y a presque l'idée d'un rhizome en fait. Et ça moi j'adore. Donc quand j'ai vu ces clips, parce qu'en fait je les connaissais pas ces clips-là, c'est pour ça aussi que cette erreur-là je l'ai faite, parce que je connaissais les BD, je connaissais pas son travail de clip, d'animation. Et en fait tu retrouves vraiment plein d'éléments. Ça peut être des éléments esthétiques, ça peut être des éléments formels, des éléments thématiques. J'ai parlé avec Mickey, mais par exemple il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans le film, au début dans l'introduction du film, c'est la chute d'Arco, la chute dans le vide avec cette cape là comme ça, il se prend dans ses habits, puis t'as la sensation du vent qui vient faire virevolter la cape comme ça. Et en fait cette chute, on la voit, elle est déjà présente dans un clip. Alors je me souviens plus du nom, j'ai plus le titre, j'ai oublié de le noter, mais elle est présente dans un clip où il y a la chute d'une petite fille comme ça qui tombe, et elle se prend de la même manière dans ses vêtements. Et donc comme ça on retrouve, tu vois, des motifs comme ça qui reviennent et qui sont développés, et donc moi ça compose quelque chose une œuvre qui me passionne énormément. Donc c'est pour ça Arco top one, best of the best, go see Arco to the cinema. dans je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Et on parle anglais parce qu'il est aussi un bon il est bien en liste, non, pour les Oscars. Exactement. En animation. Non. Bonne transition, Mr. C. Et donc là, il vient de sortir aux États-Unis, je crois. Ouais. J'ai vu 2-3 stories d'Hugo Bienvenu. Oui, parce qu'il est soutenu par Nathalie Portman, qui coproduit, notamment. Donc il sort maintenant. Donc c'est-à-dire que dans la tête des Américains, ça va être frais. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'y crois. J'y crois à fond. De toute façon, je pense qu'il va gagner l'Oscar grâce à ce podcast. Bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que parmi les 20 auditeurs, il y en a 18 qui sont membres de l'Académie. Bah, c'est sûr, c'est notre pouvoir prescripteur et notre soft power. Ouais, c'est ça. Travail de lobbyiste from the day one. Voilà, J'étais là. Moi, je l'ai soutenu, le petit. I was there. Bien sûr. Et donc mon top 1 à moi, si je me permets d'enchaîner. Mais bien sûr. C'est Queer de Luca Guadagnino. Ah ouais. Pourquoi? Non, je sais pas, il est aussi dans mon top, mais ah oui, pas il est au aussi même dans niveau, ton top, mais pas au même niveau, effectivement. Et donc pas dans le top 5 d'Aurélien, un peu plus bas. Et Queer, du coup, c'est l'adaptation d'un roman de Burroughs, qui est un auteur surréaliste américain, homosexuel, toxicomane. De la Beat Generation. De la Beat Generation. Je dis surréaliste parce que la Beat Generation, c'était pas forcément une imagerie du onirique, c'était surtout on se met en scène en train d'être sur la route, la route de Kerouac, c'est la Beat Generation par les Merry Pranksters, tu vois, c'était vraiment l'idée de on fait la fête, on s'alcoolise, on prend des drogues, mais c'est la vie sociale autour de ça, alors que Burroughs, j'ai l'impression que c'est plutôt la vie
psychique de cette période. Mais parce que aussi dans la méthode d'écriture, parce que Aussi, Burroughs, là. il travaillait l'écriture automatique. Voilà. Et ça, c'est un grand truc des surréalistes, quand même, Ouais. l'écriture automatique. D'ailleurs, je sais pas s'ils étaient en lien. Il se trouve que j'ai vu il y a pas longtemps un épisode de L'Empire n'a jamais pris fin Ouais. de Paco Thielman sur Sur les Blast. surréalistes, sur Blast, voilà. Donc ça parlait de la révolution surréaliste. C'est génial. Et il montrait les liens qu'il pouvait y avoir entre cette Les révolution, écrivains surréalistes les écrivains et surréalistes et la politique, quoi, Ouais. de l'époque. notamment la Commune. Du Notamment, coup, voilà, exactement. Et donc je sais pas si s'il y a eu des échanges entre Burroughs et les surréalistes, mais bref. Donc Queer, ça raconte le passage en Amérique du Sud d'un homme un peu vieillissant qui est joué par Daniel Craig, qui sort du rôle de James Bond et qui joue donc un vieux monsieur, un vieux beau, on va dire, homosexuel, qui cherche des expériences limites en Amérique du Sud, Amérique centrale en Amérique du Sud, et donc il va être dans une sorte de moiteur d'une ville imaginaire à laquelle va se mélanger des visions un petit peu psychédéliques. Comme Présence, je pense que c'est un film que moi j'aurais adoré faire parce que on est en plein dans les thématiques qui m'ont fait commencer la chaîne YouTube Ciné Chamanisme, c'est-à-dire comment en fait on peut sortir un peu du réalisme au cinéma par la mise en scène et par des effets qui sont entre les effets spéciaux et les effets de mise en scène, et que évidemment le rêve, les substances psychédéliques, tous les états un peu d'altération de la conscience humaine sont des excuses pour expérimenter visuellement des choses nouvelles au cinéma. Et Queer va vraiment à fond là-dedans, et je me suis dit en sortant de la salle que moi je suis pas homosexuel, mais le mot queer aux États-Unis, il a une autre connotation, ça peut être juste bizarre en fait. Et penser bizarrement, voir le monde bizarrement, se sentir bizarre, ça peut être une sensation auquel on peut se raccrocher et on peut s'identifier, pas juste en termes d'orientation sexuelle, aussi peut-être en mode c'est un peu comme ça que je suis, quoi. Aujourd'hui on parle beaucoup de neurodiversité, de gens qui sont sur le spectre ou que sais-je, mais y a tous les gens qui s'identifient moi je suis bizarre. Et j'avoue que Queer, je me suis dit ouais, en fait moi je suis bizarre, et j'aime bien qu'il y ait des films qui disent ouais, c'est ok d'être bizarre. Et juste à l'époque ça l'était pas, c'était la personne devait se réprimer, devait se refouler, quoi, pour fitter le monde. Mais aujourd'hui on peut le voir avec plus d'empathie, on peut se dire c'est comme ça que je l'ai reçu. Après le film bien plus large et ambitieux et généreux que ce que je raconte. Non, mais je comprends ce que tu dis, je suis assez d'accord avec ça. Après, on est quand même sur un personnage qui est un peu trouble aussi, Oui. qui est un petit peu toxique, qui va aussi vampiriser son... Mais ça se sent dans quelque sorte. l'image, les peaux elles sont moites, les gens ils sont marqués, ils sont cernés, l'image même semble sointée un peu, genre Ouais. les couleurs sont baveuses, enfin Ouais. il y a un On ressent le aussi film la est un température. bad trip, quoi. Enfin, Ouais, quand même, ouais. moi j'ai trouvé. Je Ouais, me ouais, suis dit complètement. j'ai pas eu beaucoup la gueule de bois dans ma vie, mais les quelques fois que ça m'est arrivé, c'était pas loin de la sensation que j'avais en regardant le film. Et pareil, tu vois, j'ai pris une fois des champignons, et il y a la montée, il y a la descente, et genre le film te fait un peu ça, quoi. Ouais. Mais même ça inverse. J'ai l'impression que ça commence par la descente, ça commence par une sorte de bad trip, et à la fin, moi, j'ai eu plutôt quelque chose de l'ordre de l'extase, pour le coup. Oui, parce qu'il y a cette expérience initiatique dans la jungle, là, qui est Oui. assez belle, avec ces deux corps qui s'entremêlent comme ça, avec cet effet de l'image qui vibre. Ouais, il y a quelque chose d'assez beau, quoi, dans cette dernière séquence. Que dire de plus? Franchement, t'en as bien parlé. Moi, c'est vrai qu'il me reste un peu moins de souvenirs, même si... Il est vieux, quoi. Ouais, on l'a vu quand même après The Brutalist, tu vois. Ouais. Donc, et après Présence, tu vois. Donc, Ouais. non, mais écoute, moi c'est un film qui est quand même dans mon top parce qu'il y a ces images, il y a surtout la mise en scène. Effectivement, il y a la thématique dont t'as parlé qui est assez intéressante, qui me parle aussi un peu de la même manière que toi. Mais vraiment la mise en scène, Guadagnino c'est vraiment un formaliste. C'est aussi ce que j'aime dans son cinéma, et c'est ce qui m'a plu aussi dans Queer, c'est ces passages-là, c'est ces moments, c'est ces visions psychédéliques. Tu vois, en parlant, je me rends compte aussi à quel point
je comprends mieux pourquoi Résurrection a moins marché sur moi. Queer, il y a du coup ce voyage qui m'est proposé sensoriel, mais je connecte émotionnellement en fait avec le fond du film, le sujet incarné par un personnage principal, et donc des relations de personnages qui évoluent dans le temps. Ça. Alors que Résurrection, j'ai pas cet ancrage émotionnel là, je l'ai pas ressenti, tu vois. Ouais, Et du coup, je suis un peu plus lointain, observateur, un peu plus à prendre des notes en disant ah joli, tu vois. Alors que Queer, j'étais dans l'émotion aussi, j'étais pas juste dans l'émerveillement de la prouesse technique que c'était. C'est une fascination amoureuse, donc même si on n'est pas homosexuel, on a été amoureux dans sa vie, donc on peut comprendre cette espèce de cette personne que j'idéalise mais qui est inaccessible. Et puis des scènes d'amour quand même. Et des scènes de Guadagnino, c'est quand même un réalisateur, un metteur en scène du désir, et même de l'érotisme. Hein, tu l'as dit, le film suinte, on sent la transpiration, mais on le sent aussi dans les fluides corporels liés. Le film soigne le sperme. Ouais, complètement. Bah, moi, j'ai pas vu Call Me By Your Name, mais je me suis dit en voyant Queer que, tu vois, si juste il était en mode Pride, tu vois, en mode moi je veux de la présence d'homosexuels à l'écran, peut-être qu'il se serait contenté de films comme Call Me By Your Name, c'est-à-dire de films où on voit des couples homosexuels. Or, c'est pas du tout le sujet du film, quoi. Il faut pas réduire la démarche du réalisateur à ça parle de l'homosexualité. Je pense que c'est une dimension de sa personnalité. Non, ça parle aussi de désir, d'attraction, aussi d'emprise aussi. Parce que il y a un personnage qui a une emprise sur un autre. Et aussi de ce sentiment d'être mal dans sa peau. Et comment ça peut, ou pas, clipser des relations amoureuses. Deux personnes qui sont mal dans leur peau, à un moment donné, peuvent se connecter aussi parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, tu vois. Ou au contraire, ça les fait se séparer parce que ça les fait exploser, en fait. Ça devient une névrose, ils en peuvent plus, c'est en ça que je trouve que ça dépasse la question de l'homosexualité. C'est un film sur le désir et l'aspect un peu, comme on l'a dit, compliqué du désir dans un contexte qui est très particulier, qui est celui des années 50 en Amérique centrale avec de la drogue et de l'alcool. Et il s'avère que c'est un couple homosexuel, mais c'est pas du tout en fait le sujet, quoi. En fait, il a pu raconter la même histoire en ayant un personnage masculin, un personnage féminin, deux personnages féminins. Tu vois, la question de ce sont deux hommes, moi je trouve n'est pas si importante que ça, quoi. Après... Si ce n'est que c'était interdit aux États-Unis et que du coup dans la vie de Burroughs, il a dû partir. Enfin, voilà. Et après, peut-être que des gens qui connaissent mieux cette sexualité peuvent dire si à tel moment, on voit bien que c'est un couple de deux mecs parce qu'il se passe ça entre eux, etc. Ça, moi, je peux pas l'apprécier. Mais par contre, en tant qu'hétéro, j'étais à 100% dans le film tout le temps, quoi. Clairement. On termine là-dessus. Voilà. Top 5. Allez voir tous les films qu'on a cités et ceux qu'on va mettre sur Instagram comme étant notre top 10, parce que là on a parlé que des top 5. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est si vous voulez découvrir le top 10 en intégralité de Thomas et de Aurélien. Donc savoir par exemple où Queer est positionné dans le top d'Aurélien ou Arco est positionné dans le mien. Rendez-vous sur Instagram. On n'a pas parlé par exemple des flops, des déceptions de l'année. Des déceptions. Mais les grosses déceptions de l'année. Alors, je pense qu'il y en a une. Faudrait que je regarde mon conducteur. Hein, si, moi je sais que tu pourrais sortir Mickey 17 par exemple. Oui, Mickey 17, grosse déception, ouais. Ouais, alors écoute, je serais pas loin de dire la même chose, même si à l'époque j'avais défendu le film parce que je suis quelqu'un de gentil, je défends les réalisateurs que j'aime bien. Mais effectivement, c'est vrai que Mickey 17 c'était quand même un petit peu déceptif. Ouais. Sorti de Parasite, il y avait comme un petit effet un petit peu compliqué. Mais après les autres films, je sais pas, tu vois, par exemple, on est allé voir Mission Impossible, je pourrais pas dire que c'est une déception parce que quand je vais voir ça, je m'attends à rien, donc c'est pas vraiment une déception, tu vois. Surtout, j'ai pas vu assez de films cette année pour être suffisamment déçu. Alors c'est quoi ça aussi, il faut que je sois sincère, faut que je sois transparent là-dessus. J'ai pas vu beaucoup de films et en vrai ça a été assez simple de faire mon top 10 parce que j'ai presque vu 10 films cette année. T'as vu plus que 10 films? Non, parce qu'on voilà. Alors résolution 2026, voir un film voir plus de films. Mais je pense que si dans tes flops, tu pourrais mettre Sirat aussi par exemple parce que Sirat t'avais pas aimé. Non, je pourrais mettre Nouvelle Vague, mais pareil Nouvelle Vague, je m'attendais même à pas aimer le film et au final j'ai été moins déçu que ce que je pensais. Donc non, pas une déception. Non. Mais non, écoute 2026, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Moi voir
voir plus de films qu'en 2025 et pouvoir en parler avec toi. Parfait. Et peut-être se refaire plus d'épisodes en live. C'est ça que tu viendrais un peu plus à Marseille. Écoute, je sais pas parce que là, Paris. je crois que on a fait 2 heures d'enregistrement. Je sais pas quelle gueule va avoir l'épisode. Au montage, je sais pas, ça va être compliqué. J'espère qu'on va pouvoir raccourcir parce que proposer un épisode de 2 heures, je sais pas qui va écouter ça. Bah, les gens qui voudront pas écouter 5 épisodes. Parce que du coup, on a résumé au moins 5 films et voire plus. Donc, écoutez... je pense que vous en avez pour votre argent. Il faut écouter les 2 heures. Mais je sais pas, je pense écouter les 2 heures en x2, ça fait qu'une heure. On peut se dire, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode bilan. Dites-nous ce que vous avez pensé aussi de cette première saison de LVC. Dites-nous si vous savez envie qu'on continue, quoi, ou alors non. C'est les vocaux du cinéma parce que LVC, ça fait LVC. Donc peut-être qu'on va pas... LVC. On va peut-être pas vraiment brander la chronique. J'avais pas capté ça. Bon, en tout cas, Aurélien, à bientôt en vocal. À bientôt, Thomas.